Euh, bienvenue parmi nous ce soir. Je m'appelle Adam Foray, je suis le secrétaire général du réseau Le Lierre. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, le Lierre est un réseau d'acteurs publics, d'agents publics, de fonctionnaires qui travaillent dans les trois fonctions publiques, État, hospitalière et territoriale, euh, sur l'identification des blocages sur des questions environnementales et sociales dans les politiques publiques. Nous rassemblons désormais à peu près 2500 personnes qui, bénévolement, sur leur temps libre, après le boulot, coordonnent des événements, des publications, des notes, des tribunes, des réflexions. Viviane, ici présente, fait partie de ces personnes hautement qualifiée qui donne beaucoup de son temps à cette cause et on la remercie évidemment vivement. On remercie également tous les contributeurs et contributrices à ce guide des idées reçues que nous lançons sur l'agroécologie que nous lançons ce soir. Il y a quelques journalistes qui l'ont déjà reçu pour l'instant les retours sont extrêmement positifs. Peut-être que demain on en parlera dans la presse. Le Lierre est structuré en groupes locaux et en groupes de travail. On a une existence un peu partout en France, un peu à Bruxelles et un peu à Washington également. Et nous sommes composés en groupes thématiques, dont le groupe de travail agriculture et alimentation, dont un certain nombre d'entre vous sont membres, qui est un groupe de travail super actif. J'en profite pour lancer un appel. Si d'autres souhaitent rejoindre ce groupe de travail, éventuellement la piloter, parce que on est en période de passation de pilotage de ce groupe de travail, vous êtes bienvenus de le faire et peut-être que je peux faire la publicité pour un autre grand projet que le LIER a lancé cette année qui s'appelle Solutions Transition, qui est un recueil d'outils. Non, c'est pas un recueil, c'est un site web qui s'appelle solutionstransition.fr qui est, qui est une liste d'outils techniques à destination des décideurs territoriaux, donc des fonctionnaires qui sont un peu partout en France au niveau fonction publique territoriale, sur des questions techniques, eau, énergie, biodiversité et autres. Et c'est des courtes fiches que nous rassemblons grâce à l'aide d'une quinzaine de partenaires et sur lesquelles il va également avoir un certain nombre de fiches agriculture et alimentation. Donc, si ça vous intéresse d'y participer, venez nous voir et on pourra en discuter tout à l'heure. Je m'arrête là. Je laisserai la présentation et du guide et des intervenants de ce soir à Viviane. Et nous vous remercions encore une fois d'être là en nombre. Et bonne soirée à vous. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, et bonjour à celles et ceux qui sont en visio, ça marche très bien. Normalement, c'est super. Donc, juste pour que tout le monde sache qu'il y a de la visio, donc on va être séparés fort. Euh, Bienvenue sur d'abord le groupe Agriculture et Alimentation du Lierre. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, c'est hyper facile de rejoindre, c'est pas hyper chronophage, ça demande juste d'avoir un téléphone avec WhatsApp principalement. Mais du coup, on pourrait en parler parce que on va boire des verres après, vers Bastille dans un bar dont j'ai oublié le nom. Mais pour celles et ceux qui ont envie de continuer la discussion sur le sujet, on pourrait en parler plus en détail. Du coup, là, ce soir, on va parler de ce recueil qu'on a élaboré. Ça fait 1 an et demi de travail à peu près. Je crois qu'on a commencé avec le lire en 2024, début de l'année 2024. Et juste pour faire un peu la genèse près du micro. Ok. Ça a dû se faire. Ouais. Bon. Pourquoi on a fait ce recueil? Ce recueil s'intitule, j'ai même oublié le titre, formidable, Agroécologie, dépasser les idées reçues et qui contient voilà, des fiches sur 15 controverses qui sont éclairées par la science pour avancer sur les transitions agricoles et alimentaires. Donc c'est un énorme recueil, il fait 180 pages, vous allez y avoir accès normalement ce soir ou demain en ligne sur le site du Lierre.
Et en fait, l'idée, c'est qu'on a vraiment passé en revue plein de controverses hyper techniques qu'on suit un peu si on travaille dans les milieux agricoles et alimentaires. Et ce qu'on a voulu faire au LIR, c'était de donner des pistes de réponse proposées par des experts pour essayer de comprendre quelque chose. Parce que la particularité quand même des transitions agricoles et alimentaires, c'est que même quand on travaille dedans, c'est vachement compliqué, quoi. Et que on a beau être expert enfin, on peut pas être expert de tout. Il faut voilà, pour avoir travaillé dedans, c'est un peu l'enfer en fait, parce qu'il y a toujours un truc qu'on ne sait pas, soit une filière, soit un processus biologique, soit une échelle d'action. Si on est expert des engrais au niveau, enfin, au niveau flux mondial, on n'arrive pas à savoir ce qu'il faut faire en Poitou-Charentes. Si on s'y connaît bien sur l'élevage bovin, on s'y connaît pas du tout sur la betterave. Enfin, c'est terrible. Et du coup, on s'est dit, on va essayer de contribuer à tout ça en posant quelques grandes questions sur la table. Donc, évidemment, dans ce recueil, on n'en traite que 15 plus une fiche introductive. Donc, en fait, ça fait 16. Euh, mais c'est pas, on finit pas le débat l'agroécologie, sinon ça serait trop incroyable. Mais on espère y contribuer. Pourquoi est-ce qu'on avait commencé ce recueil? C'est parce que on était dépité au Lierre, et comme beaucoup de gens, au moment des manifestations agricoles, qu'on appelle à chaque fois des crises agricoles, mais elles se répètent, donc peut-être au début de la récession agricole, je sais pas. Mais 2024, dans le monde agricole, les agriculteurs font des grandes manifestations, retournent dans un mouvement que je trouvais extrêmement poétique, retournent les panneaux des villes en disant on marche sur la tête. Et là, le débat agricole se met dans les médias et on entend tout et rien, on ne sait plus s'y retrouver. Et on s'est dit qu'en fait, finalement, il y avait quand même une complexité à traiter sur l'agroécologie qui n'était pas traitée dans les débats. On n'arrivait pas à le traiter. Enfin, il y avait un manque de finesse finalement, face à la complexité. Et donc, on a fait ce recueil pour aider les gens dans les administrations, dans les organisations professionnelles agricoles, à avoir au moins un outil de plus pour essayer de travailler. Alors, ça, c'est l'intro. Évidemment, moi, je vais m'arrêter de parler, en fait, parce que finalement, c'est pas moi qui sais. Et du coup, on est un petit groupe, donc on va essayer de faire ça de manière relativement interactive. Mais avant ça, on va quand même faire quelques grosses introductions et se demander, en passant quelques angles qui sont traités dans le recueil, est-ce que finalement on peut avancer sur la transition agroécologique? Est-ce que c'est faisable? Et pour ça, donc, je vais demander aux personnes qui sont avec moi, à qui je vais aussi demander de se présenter parce que j'ai oublié d'imprimer vos différents titres. Et ça, je suis désolée. Sylvain, je peux peut-être commencer par te présenter. Après, je poserai la question. On va faire un tour de présentation. En deux mots, quoi. Ouais, juste, j'ai oublié Ok. tous vos rattachements, etc. Non, pas de problème. Donc, moi, je m'appelle Sylvain Brunier, je suis sociologue au CNRS. Je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le Centre de sociologie des organisations, qui est rattaché aussi à Sciences Po. Et je travaille sur le monde agricole depuis maintenant assez longtemps, depuis 15, 20 ans même. À la base, j'ai une formation d'historien. Je me suis intéressé aux politiques de modernisation de l'après-guerre, au travail des conseillers agricoles. Et donc, plus récemment, là, je m'intéresse beaucoup à l'agro-industrie, on travaille sur les machines agricoles. Et je travaille aussi sur la régulation des pesticides avec des collègues. Et on a fait une notice pour le recueil qui porte sur une mesure un peu technique. Ça s'appelle les zones de non-traitement. Et on essaye de comprendre un peu à partir de ce petit exemple qu'est-ce que ça veut dire de fabriquer des normes complexes en agriculture. Et sur la colère des agriculteurs. Et je travaille. Ouais. Ève, Ben, moi, je m'appelle Ève Pouilleux, je suis directrice de recherche au CNRS et chercheur associée au CIRAD à Montpellier. Alors, moi, je suis agronome de formation, et puis dédiée vers les sciences sociales et la science politique en particulier. Et donc, j'ai travaillé toute ma vie sur les politiques publiques de l'agriculture et de l'alimentation, tant au niveau européen au départ qu'au niveau international, dans le domaine des politiques publiques, mais aussi des régulations privées, type standards de durabilité pour les grands produits qui sont échangés sur les marchés internationaux. Et puis, depuis une dizaine d'années, je suis revenue sur les politiques publiques, en particulier de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. Et mon affiche, elle porte sur un essai de débunkage de l'idée reçue selon laquelle on ne pourrait pas généraliser l'agriculture biologique. Et donc, je réponds à la question en mettant le focus sur les politiques publiques de l'agriculture biologique. Voilà. et on en reparlera. Thierry. Bonsoir, donc je suis Thierry Brunel, je suis économiste au CIRAD, dans une unité de recherche qui s'appelle le CIREL. Alors, je travaille sur, pour résumer, l'atténuation du changement climatique et des pertes de biodiversité par le secteur des terres.
Donc ça m'a amené à travailler sur différents sujets, sur les questions de forêt, sur les questions de bioénergie, et puis aussi sur les questions d'intrants chimiques dans l'agriculture. Et c'est ce qui m'a amené à travailler avec le LIER et sur cet ouvrage, sur une fiche sur la réduction des intrants chimiques dans l'agriculture. Et on va finir par last but not least, Lucille Rugissard. Donc, Lucille Rogissard, je travaille à l'Institut de l'économie pour le climat, I4C, qui est un think tank qui a pour vocation d'éclairer le débat public sur les politiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, et entre autres sur les enjeux agricoles et alimentaires, mais parmi plein d'autres sujets qu'on traite à I4C. Moi, j'ai une formation d'économiste et je m'intéresse beaucoup, comme le reste de mes collègues à I4C, à combien coûte la transition, comment on la finance. Et ces dernières années, je me suis beaucoup intéressée au financement public du système alimentaire. Et j'ai rédigé une note sur est-ce que la généralisation de l'agroécologie va augmenter les prix et poser un problème pour les consommateurs. Merci. Du coup, en fait, l'idée d'avoir ces 4 personnes-là parmi les 20 contributeurs, contributrices du recueil, c'était qu'il y a 4 angles assez complémentaires. Et du coup, on va... Là, j'avais demandé de chacun de préparer une présentation en 5 minutes pour répondre à des grandes questions de manière... Enfin, en brossant un peu des grandes idées pour qu'on puisse après ensuite échanger et se poser des questions et y aller, quoi. Alors, du coup, on va commencer par Thierry Brunel. La question peut-être la plus large, c'est donc la grande question qu'on se pose ce soir, c'est alors cette transition agroécologique, est-ce qu'elle est faisable ou pas? Ou est-ce qu'on ment à tout le monde depuis des années? Et du coup, la première question, c'est au niveau agronomique et économique, au niveau agricole. Est-ce que les pistes agronomiques proposées, elles sont faisables, et notamment sur la question des engrais en particulier? Eh bien, 5 minutes. merci. Alors d'abord, merci Viviane pour l'invitation. Et puis merci aussi pour le travail d'édition que tu as fait sur cet ouvrage. J'ai un verre d'eau, c'est bon. Et c'était pas pour moi, pardon. C'était pas pour moi. Il y en a un autre endroit. Ouais. Et donc, oui, donc merci pour le gros travail d'édition que tu as fait sur cet ouvrage. C'était vraiment un travail très important et donc je voulais te remercier aussi pour ça. Alors maintenant, pour répondre à ta question, d'abord, je pense qu'il faut dire que dans les travaux économiques et agronomiques qu'on peut trouver sur le sujet, il y a finalement peu de travaux sur les questions d'agroécologie en tant que telles. Ce qu'ont regardé beaucoup les chercheurs, c'est plutôt des choses sur comment réduire les intrants chimiques dans l'agriculture, donc intrants chimiques, pesticides et engrais azotés. Et là-dessus, on peut décomposer les travaux en deux catégories. Donc d'abord sur les questions des pesticides. Sur les pesticides, ce qu'on voit, c'est qu'il y a finalement un portefeuille d'options pour réduire les pesticides qui est assez important. Alors il y a les questions de diversification des cultures, les cultivars résistants aux maladies, il y a les haies aussi, mettre plus de haies. Et donc tout ça, ce sont des options qui ont une efficacité prouvée pour réduire les pesticides. Alors, d'un point de vue économique, là-dessus, quel est l'impact en termes de rentabilité pour les agriculteurs? Il n'y a pas vraiment de consensus, par contre, sur est-ce que ça... donc, une étude parue en 2017 par des collègues de l'INRAE ont montré qu'il était possible de réduire l'usage des pesticides sans impacter la rentabilité économique dans une majorité de fermes en France. Mais c'est-à-dire la plupart des économistes ont quand même tendance à penser que la réduction des pesticides est difficile sans soutien public et que donc il y a besoin d'un certain nombre de soutiens publics pour rendre les pesticides rentables. Sur la question de l'azote, là c'est un petit peu plus compliqué. Le nombre d'options, le portefeuille d'options pour réduire l'azote, donc les engrais azotés euh, dans l'agriculture, le portefeuille d'options est un petit peu moins large pour le coup. Donc on peut citer par exemple l'efficacité dans l'application des engrais azotés. Alors là, ça va dépendre un peu des régions du monde. Dans certaines régions du monde, il y a des marges de manœuvre importantes pour augmenter l'efficacité. En Europe, typiquement, les marges de manœuvre sont un petit peu moins importantes. Sur les questions, par exemple, d'utilisation d'engrais organiques, qui pourraient se substituer aux engrais azotés de type minéraux qu'on utilise, et qui ont un impact un peu plus fort, on va dire, sur l'environnement, parce qu'il y a tout le processus de production derrière qui a aussi des impacts environnementaux.
Les engrais organiques, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que les agriculteurs utilisent déjà beaucoup d'engrais organiques, donc les marges de manœuvre pour jouer sur ce levier sont relativement faibles. Et puis, il y a le dernier levier qu'on cite beaucoup dans la littérature, c'est utiliser des légumineuses, donc les lentilles, les pois, etc., qui ont un intérêt agronomique de fixer l'azote et de l'apporter à la culture suivante. L'intérêt, il y a un véritable intérêt, mais qui est finalement assez limité. Donc, sur l'azote, d'un point de vue technique, c'est pas évident. Et d'un point de vue économique, là, ce que montrent les études économiques, c'est que là, il y a un impact quand même qui est assez, un impact négatif sur la rentabilité de l'agriculture, qui va dépendre un petit peu en fonction des études, hein. On est en gros sur des pertes de production entre 7 et 30%, en fonction des leviers qu'on a, en fonction des flexibilités qu'on peut avoir sur le système agricole. Donc voilà, donc la conclusion est pas très positive sur finalement la faisabilité économique et agronomique, mais il y a quand même deux points qui sont importants à souligner. D'abord que les études économiques ont des défauts. Et elles ont notamment un défaut important et qu'elles ont du mal à bien représenter les ruptures techniques, et en particulier les ruptures techniques comme l'agroécologie. Parce que l'agroécologie, c'est une technique un peu particulière qui mise sur les synergies dans le système, entre les différentes composantes du système agricole. Donc, l'agriculture est vraiment représentée ici comme un tout, et d'un point de vue économique, c'est un petit peu difficile à bien modéliser finalement. Et donc là-dessus, voilà, c'est un peu un gros défaut des études économiques qui représentent mal ces techniques de production. Donc ça, c'est le premier défaut. Et le deuxième point à mentionner est que on est finalement dans un système qui a tendance à euh, on va dire faciliter l'intérêt économique des intrants chimiques par rapport aux alternatives, aux alternatives bio, on va dire, par rapport à l'agroécologie. Donc, typiquement, on a des réglementations qui ont tendance à être favorables aux intrants chimiques par rapport aux alternatives. Et on a eu en France des exemples assez récents. La spécialisation de l'agriculture aussi rend finalement l'usage des intrants chimiques indispensable. Et puis, même au niveau de l'offre commerciale fournie par l'industrie chimique, qui propose généralement des packages techniques complets qui ont tendance à renforcer la dépendance aux intrants chimiques et, on va dire, accroître l'avantage économique des intrants chimiques par rapport aux alternatives agroécologiques. Voilà, donc finalement, c'est une réflexion en termes de système, en termes de changement de système qu'il faudrait aussi avoir pour déployer complètement les bénéfices de l'agroécologie. Et là-dessus, je vais passer la parole à mes collègues. Ouais, merci beaucoup. Vous prenez, c'est marrant parce que vous ne voyez pas vos têtes, mais du coup, nous, on voit vos têtes. Et savoir qu'il y a des scientifiques dans la salle qui ont contribué au recueil. Donc, il y a Florence, Jacques et Alexis Olanier, Harold Lebrel notamment, je crois que c'est les personnes que je reconnais, tous les gars. Donc, moi, je vois des petits poumons. Mais c'est super chouette parce que c'est bien parce que, non, c'est pas des bêtises, parce que moi, ça me permet de rappeler qu'en fait, tout ce qu'on a fait dans le recueil, c'est aussi de mettre des trucs sur la table parce que c'est super compliqué et qu'il faut en débattre, mais qu'on a quand même réussi à trouver des pistes d'accord. Et je finirai là-dessus sur les messages clés qu'on a réussi à sortir du recueil. Et moi, dans ce que j'entends dans cette complexité que tu décris, et que, en fait, c'est ça qu'on entend finalement pas assez, moi je trouve dans les médias, c'est que c'est compliqué, mais en fait c'est aussi compliqué parce que on a des limites et que ces limites elles sont aussi en termes de politique publique et de système, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on arrive à avoir des gens qui disent que c'est pas trop possible et d'autres qui disent que si si. C'est en fait finalement parce que ça dépend aussi comment on regarde et comment on analyse le système et comment on cadre les analyses. Ça veut pas dire que la science fait n'importe quoi, ça veut dire qu'il faut savoir la lire et la comprendre, et du coup ça ouvre plein de débats. Plein de débats à venir. Et moi, je trouve que c'est un des messages clés dans ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment cette question de politique publique et de regarder le système agricole dans son ensemble, et pas juste sur la petite lorgnette d'un champ ou quelque chose comme ça. Mais du coup, quand on parle de politique publique et qu'elles sont très importantes, c'est formidable parce que ça, je fais une transition. Mais bon, est-ce que ces politiques publiques sont bien alignées aujourd'hui? Est-ce que, en fait, voilà, l'agriculture conventionnelle est vraiment intrinsèquement plus efficace et les politiques publiques n'ont rien à voir là-dedans? Ou est-ce qu'il y aurait autre chose à chercher et qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça? Et voilà, l'exemple du bio,
Bref, Ève. Ok. Alors, ben moi, effectivement, la question des politiques publiques, je pense qu'elle est elle est assez cruciale. Les politiques publiques, c'est un ensemble de choses. C'est déjà des budgets. Beaucoup d'argent est versé chaque année dans le système alimentaire en France. C'est autour de 50 milliards d'euros. Je renvoie à des études qui ont été faites notamment avec la collaboration du BASIC et de Lucie, qui est ici présente, de la FRC. Donc, 50 milliards d'euros qui sont mis chaque année dans le système alimentaire, ça veut dire qu'on a de l'argent et là, on a un gros levier potentiel pour changer les choses si on a envie de changer les choses. Et puis en plus, on peut parler aussi des 20 milliards d'euros qui se rajoutent à ces 50 milliards d'euros qui sont dépensés actuellement pour réparer en toute petite partie, en plus, les coûts qui sont liés au fonctionnement actuel du système alimentaire, que ce soit des coûts sanitaires en termes de santé publique, que ce soit en termes de coûts environnementaux, de pollution d'eau, etc., etc., ou de perte de biodiversité, etc. Et donc, ces coûts qui représentent une petite partie de la réparation des impacts négatifs du système alimentaire, c'est encore 20 milliards supplémentaires. Donc, on met beaucoup d'argent à faire fonctionner ou à réparer les effets du système alimentaire. Et là, on a, en termes de politique publique, de toute façon, un levier énorme. L'autre dimension, c'est l'agriculture biologique. Alors, l'agriculture biologique, moi, il me semble un exemple intéressant, puisque depuis des décennies, c'est un modèle agricole particulier qui choisit de se priver des intrants chimiques de synthèse, donc pesticides, engrais chimiques de l'autre, et donc qui fait la preuve qu'on peut produire une alimentation sans produits, sans pesticides, sans engrais depuis longtemps. Et une alimentation qui est à la fois meilleure pour la santé, il y a de plus en plus de travaux là-dessus, meilleure pour l'environnement et meilleure pour les travailleurs agricoles, santé des consommateurs et travailleurs agricoles. Donc c'est intéressant de se dire qu'est-ce que font les politiques publiques françaises pour l'agriculture biologique. Donc c'est la question que je me suis posée dans cette note. Et donc, on pourrait se dire que, sachant que c'est une option agronomique a priori intéressante, même s'il n'y a pas eu beaucoup de recherches en France dessus pendant des décennies aussi, on pourrait se dire, bon, il y a des politiques publiques qui vont essayer d'encourager cette option agronomique prometteuse. Bon, quand on regarde un peu comment ça fonctionne, c'est pas vraiment le cas. Et au contraire, on pourrait penser que l'agriculture biologique, elle s'est beaucoup développée dans les dernières décennies, mais en fait, en dépit des incitations produites par les politiques publiques. L'instrument au cœur du soutien de l'agriculture biologique en France et au niveau européen, c'est ce qu'on appelle un standard volontaire, c'est-à-dire c'est un label qui permet aux consommateurs de reconnaître une pomme bio d'une pomme pas bio. On n'a pas de capacité a priori à distinguer entre ces deux pommes, mais le fait que lui soit apposé un label permet aux consommateurs de les distinguer. Et ça c'est l'outil principal, un outil réglementaire qui organise la politique de soutien à l'agriculture biologique. Et elle a ce défaut de, en fait, s'appuyer sur le consommateur qui accepte, en reconnaissant la pomme avec le label bio, de payer un peu plus cher, parce qu'effectivement, produire bio, c'est plus cher parce que comme on se passe des produits chimiques, eh bien, on doit mettre plus de travail, donc ça, plus d'emplois, donc plus de coûts salariaux. Et puis, on a des rendements qui sont en moyenne un peu plus bas. Et donc, on a un prix des produits biologiques qui est plus cher. Et là, avec ce système de labellisation, on permet aux consommateurs qui a les moyens de se le payer, d'acheter, de distinguer ces produits et d'accepter de payer plus cher. Et donc ça, c'est un système qui est un peu injuste dans la mesure où si le consommateur n'a pas les moyens, il ne peut pas, alors qu'on peut imaginer qu'il pourrait avoir la même envie de soutenir soit un système plus favorable à l'environnement et favorable à sa propre santé que quelqu'un qui a les moyens. Donc c'est fondamentalement injuste. Et par ailleurs, ça rend le soutien assez fragile puisque dans des périodes comme celle qu'on a connues récemment où on a des difficultés économiques et un pouvoir d'achat des consommateurs qui se réduit, et bien évidemment, c'est le bio qui trinque en premier. Donc, l'instrument central qui s'appuie sur les épaules du consommateur et qui fragilise, qui a un soutien en soi pas très fragile. Pas très solide.
Quand on regarde du côté des aides à l'agriculture biologique, et en particulier des aides directes, ça représente 3,4% de la vingtaine de milliards sur les 50 milliards dont j'ai parlé tout à l'heure, ou de la quinzaine de milliards, je ne sais plus exactement, qui vont à l'agriculture. Donc c'est 3,4% du soutien à l'agriculture en France, et alors qu'en termes de surface agricole, l'agriculture biologique, c'est 10,4% des surfaces agricoles en France et 14% des agriculteurs. Donc on a un soutien qui n'est même pas à la hauteur de la proportion que représente l'agriculture si on regarde les surfaces ou les agriculteurs. Donc, pas d'aide, c'est une aide qui est aussi calée sur ce système de label, puisque on n'a plus en France plus qu'une aide à la conversion, c'est-à-dire qu'on donne cette aide pendant les 3 ans de conversion, de période où l'agriculteur met en place les règles et les règles de production de l'agriculture biologique. Ah, j'ai dépassé? Bon, alors je vais vite. Donc, elle dure cette aide à la conversion que pendant ce temps de conversion, alors qu'il ne peut pas encore vendre ses produits au prix fort puisqu'ils ne sont pas encore bio. Et donc, on s'est privé en France, malheureusement, de l'aide au maintien qui a été en vigueur entre 2012 et 2017 et qui permettait de poursuivre le soutien et de payer l'agriculteur pour le supplément environnemental et sanitaire qu'il apportait à la société en produisant de bio. Donc, pas de soutien. Et en plus, on a mis des bâtons dans les roues de l'agriculture biologique à travers la reconnaissance de labels concurrents, en particulier l'agriculture raisonnée en 2001 et en 2012 l'agriculture à haute valeur environnementale, qui brouille en fait la perception du consommateur, qui voit un label qui ressemble en fait à l'agriculture biologique, et qu'on n'en comprend pas les raffinements toujours, et qui croient acheter du bio moins cher, puisqu'évidemment, il n'y a pas les mêmes contraintes de production, donc les produits HVE sont moins chers. Pas de soutien aux filières non plus, je ne rentre pas dans les détails puisque j'ai dépassé. Et puis, pas de. Alors que c'est un produit qui est censé être soutenu par le consommateur, il y a très peu d'aide à la consommation, à la communication, puisque le budget de l'agence bio a été diminué par 2 récemment. Bref, on a une communication problématique, qui est, oui, le budget de l'agence bio a été divisé en 2. Et voilà. Donc, pour conclure, puisque on a une politique publique française qui ne soutient pas le bio, qui explique d'ailleurs qu'on est au 14e rang, enfin, on est en dessous de la moyenne européenne en termes de surface bio en France, et on est à la bourre en fait sur ce domaine-là. Et voilà, si on en termes juste pour donner un peu d'espoir, c'est 50 milliards qui vont au système alimentaire, il y en a 30% qui vont à la production agricole. On peut imaginer mieux flécher les soutiens, comme je l'ai essayé de l'induire dans mon propos, d'une part, 30% qui vont à la production et 34% qui vont au segment d'aval, c'est-à-dire restauration commerciale, industrie agroalimentaire et grande distribution, sous la forme principalement de dépenses aveugles, puisque c'est des exonérations de cotisations fiscales, exonérations de cotisations sociales, qu'on pourrait imaginer coupler de façon plus efficace pour inciter la grande distribution ou les industriels à mieux à mettre à traiter plus de produits bio et à les mettre en rayon, quoi, voilà. Donc, des pistes. Des pistes. Ouais, non, mais merci. Désolée d'avoir C'est vraiment horrible, dépassé. c'est horrible comme exercice, moi je comprends. Non, mais 5 minutes pour mais pas du tout. C'est mon rôle de vous couper la parole. Mais du coup, en fait, on revient, c'était deux manières de traiter du même angle que finalement dans le débat public, on entend beaucoup est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible. Ce qu'on cherche à montrer, que ce soit par l'analyse des modèles économiques ou par l'analyse du bio, qu'en fait, c'est possible agronomiquement, on sait faire. La question, c'est elle est économique, c'est la question, elle est économique, elle pose des questions de politique publique. Et l'exemple du bio montre qu'en gros, on fait des politiques publiques contre-productives et que du coup, quand il y a des gens qui disent c'est pas possible, en fait, il faut quand même aller dans la finesse de c'est plutôt qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour notre agriculture et où est-ce qu'on met, où va l'argent? Où va l'argent? Et finalement, c'est la question. Et donc, où va l'argent? C'est bien beau, mais aussi qui donne l'argent? Et donc, on dit que, OK, bon, si on fait bonne politique publique, les agriculteurs, peut-être qu'ils y arriveraient, mais la grande question qui se pose aussi dans le débat, c'est est-ce qu'on serait capable de le payer ou est-ce que ça renchérirait tellement notre alimentation
qu'en gros, des gens mourraient de faim dans les campagnes. Voilà, ils auraient du pain bio, mais pas assez. Et non, en vrai, je caricature parce que pour se donner de l'énergie, mais en vrai, c'est une vraie question qui est hyper importante, c'est est-ce qu'on va rendre les ménages précaires? Est-ce qu'il y aura des vrais problèmes sur l'alimentation? Lucille Rogissard. Merci, Jeanne, et merci aussi donc, pour l'invitation et pour la participation à ce guide. Donc, déjà, sur cette question, le sous-entendu, c'est que produire agroécologique, ça coûte nécessairement plus cher. C'est un débat qui n'est pas tranché d'après moi, on manque encore de pas mal d'études, de données. Donc je vais humblement donner des pistes et des éclairages à une question qui n'est pas tranchée, contrairement à celle que tu as dit, plus biophysique de est-ce qu'on a assez de terre, assez de je sais quoi. Donc l'agroécologie, ça change la manière de produire au niveau de la production agricole, tu en as parlé, mais aussi dans le reste de la chaîne de valeur et surtout jusqu'à ce qu'on appelle la première transformation, donc jusqu'au moment où on change le blé en farine, les fèves en huile, etc. Et en effet, ça risque de coûter plus cher, au moins à court terme. Donc, c'est pas forcément si clair au niveau de la production agricole. Ça dépend des contextes, ça dépend des filières, ça dépend de tout un tas de choses. Mais si on ajoute à ça les différentes évolutions qui sont nécessaires sur les maillons juste après, ben, on a quand même des bonnes raisons de penser que ça va augmenter les coûts de production. Parce qu'il faut peut-être plus de main-d'œuvre, parce qu'on va perdre des économies d'échelle en diversifiant. Donc ça veut dire que le coût du produit, le coût unitaire du produit, donc le coût de la tonne, va coûter plus cher parce qu'on va faire moins de volume, moins de très gros volumes au même endroit, mais on va plus les répartir. Parce qu'il faut aussi trouver des alternatives aux pesticides de stockage, par exemple, qui nécessitent aussi tout un tas de coûts supplémentaires, qu'il y a des investissements réalisés en plus, etc., etc. Donc, en effet, à court terme, il y a des risques pour que ça coûte plus cher de massifier l'agroécologie. Mais les coûts de production, les coûts de production, c'est pas les prix que nous, on voit consommateurs quand on achète le produit au supermarché. C'est assez différent. Il se passe tout un tas de choses entre le moment où on a produit la farine et le moment où nous, on l'achète, soit sous forme directement de farine, soit sous forme de gâteau, de biscuits, de je ne sais quoi. Il se passe tout un tas de choses et c'est autant de pistes aussi pour limiter peut-être la transmission de cette augmentation du coût de production vers le prix que nous, on paye les consommateurs au supermarché, au restaurant, etc. Je dirais qu'il y a deux grandes pistes. Alors, il y a une piste dont Eve va parler qui est réorienter les financements publics. Donc, tu l'as dit, 50 milliards, moins de 10% de ces 50 milliards sont au moins théoriquement dédiés à la transition écologique. Donc, peut-être que réorienter ces financements, ça pourrait faire en sorte de rééquilibrer aussi les prix tout au long de la chaîne et jusqu'aux consommateurs. Et puis, il y a aussi mettre à contribution ces maillons d'après, dont a priori les coûts de production ne vont pas être bouleversés par l'agroécologie, c'est-à-dire les autres maillons de la transformation alimentaire, la distribution, donc les supermarchés, et puis la restauration. Mais même si on fait tout ça, mettons que le prix des consommateurs augmente quand même. Bon, c'est certain que pour les ménages les plus précaires, une augmentation des prix de l'alimentation, c'est un très gros problème parce qu'ils ont des dépenses contraintes très élevées par rapport à leur budget total et donc il y aura un besoin d'accompagnement. Mais là aussi, la puissance publique est censée pouvoir être là pour ça. Pour tous les autres ménages, il n'y a pas forcément un problème aussi important parce qu'ils ont aussi des marges de manœuvre individuelles pour faire face à cette augmentation du prix. Alors déjà, une partie des ménages peut peut-être accepter que son budget alimentaire augmente, budget qui, depuis des décennies, est assez stable et qui a beaucoup, beaucoup diminué les décennies précédentes. Mais si on veut garder le même budget, ben, en fait, il y a aussi des marges de manœuvre. On avait chiffré que, alors, sur des chiffres pré-inflation, qu'on pouvait augmenter de 30% sa consommation bio en moyenne en réduisant de 20% sa consommation de produits animaux et en réduisant de 50% son gaspillage. Donc il y a des manières à iso-budget des manières voilà, de faire face à une augmentation des prix de l'alimentation en changeant aussi ses régimes, ses pratiques alimentaires. Euh, Tout ça, changer ses régimes et ses pratiques alimentaires qui, par ailleurs, sont aussi bénéfiques et nécessaires pour une transition agroécologique, en fait, les individus, ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Ça nécessite aussi de changer des environnements alimentaires
pour faciliter ces pratiques, pour les rendre souhaitables et aussi pour les rendre économiquement plus intéressantes et incitatives. Et ça, c'est encore une fois le rôle de la puissance publique, mais aussi des acteurs à nouveau de la distribution, de la restauration, etc. Et enfin, ces surcoûts potentiels d'une production plus agroécologique, potentiellement, ils peuvent être compensés, enfin, ils peuvent, oui, être compensés, même peut-être surcompensés, par des bénéfices de l'autre côté qu'on aurait en termes de santé et en termes d'environnement, parce que tu l'as dit, Eve aussi, pour l'instant, notre système alimentaire, il génère des surcoûts cachés, parce qu'il faut dépolluer les eaux, parce que on a des déséquilibres alimentaires qui provoquent oui, des maladies, etc. Et potentiellement, enfin même c'est sûr qu'un système agroécologique va réduire ses coûts. La question, c'est plutôt aussi une question d'horizon temporel, parce que c'est peut-être plus à long terme qu'on va voir ces bénéfices arriver. Mais d'une manière générale, je pense que mon propos, c'est de dire que voilà, il y a encore des incertitudes sur exactement quels sont les surcoûts, quelle est l'ampleur, comment ça se joue. Mais je pense que l'essentiel, c'est surtout de se questionner sur la répartition des coûts et des bénéfices générés par une transition comme ça entre les acteurs économiques, les ménages et les pouvoirs publics. Et ça, c'est un débat qu'on peut avoir avec bah, des guides aussi comme ça qui nous expliquent deux, trois notions importantes. Merci beaucoup. Je vais pas reprendre. Enfin, on est sur cette idée que là aussi, extraordinaire, c'est notre message clé, hein, c'est qu'il faut de la nuance, que ça dépend des ménages, comme ça dépend des filières, que ça dépend des politiques publiques. Ben là aussi, on faut un peu rentrer dans la finesse à la fois de qui on parle, à quelles conditions et sous quelle politique publique. Du coup, je ne sais pas si vous avez compris, mais l'idée du lire, c'est quand même de penser aux politiques publiques. Donc voilà, on répète des choses. Mais il y a quand même, voilà, donc on arrive à faire des politiques publiques. Le problème, donc là, on a compris. Peu importe le niveau, il faut faire des politiques publiques qui marchent en fait finalement, et c'est un des gros enjeux de l'agroécologie. Mais il y a quand même un truc avec les politiques publiques, c'est que récemment, les agriculteurs, une partie du monde agricole nous a dit qu'elles étaient un peu reloues, ces politiques publiques agri-environnementales, qu'elles n'étaient pas très bien faites. Et on a beaucoup de gens qui ont dit qu'elles mettaient les agriculteurs en colère parce qu'elles étaient trop compliquées. Alors, euh, voilà. Est-ce que notre travail de nous, là, les agents publics filières, enfin, attention, c'est un traquenard, est-ce qu'on met les agriculteurs en colère? Eh ben oui, Loin. je peux m'arrêter là. Non, mais donc, bah oui, en fait, enfin, c'est une bonne manière de poser les problèmes. En fait, on peut le dire, enfin, il y a une réponse qui consisterait à dire le monde agricole est très divers, il y a différentes filières, tous les agriculteurs ne se reconnaissent pas dans les manifestations, il y a différents syndicats, et tout ça est vrai. Et du coup, on peut un peu comme ça noyer les questions, mais c'est quand même un peu compliqué là, dans le contexte actuel, de voir quand même, pas voir qu'il y a quand même des tendances de fond qui sont assez lourdes. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est assez compliqué de pas traverser la France depuis 2 ans et de voir des panneaux retournés. Il y a quand même plein de trucs dans l'espace médiatique, mais aussi dans l'espace réel, qui sont des signaux assez clairs qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc, effectivement, il y a des manifestations de colère. On peut pas, donc, nous, l'idée, c'est pas de les minimiser, mais si on fait de la recherche sciences sociales, c'est pour essayer de les comprendre, de leur donner un sens. Et du coup, ce qu'on peut dire de manière très basique, c'est un peu comme ça qu'on essaie de présenter les choses d'habitude, c'est de se demander ce qui a changé, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé dans les 20, 30 dernières années, dans les dernières années, qui donne une coloration particulière à ces mobilisations. Parce que des manifestations agricoles, il y a plein d'historiens qui travaillent sur les manifestations agricoles, c'est pas un truc très nouveau, ça existe depuis très longtemps. Un truc qui a quand même un peu changé et qui donne une petite touche particulière à ce qui se passe en ce moment, probablement, c'est que plus que jamais, et vraiment c'est un truc qui a date a priori des années 90, 2000, c'est cette idée que l'agriculture, c'est devenu un problème public, c'est devenu un problème qui est discuté dans l'espace public. Alors qu'auparavant, c'est un gros problème des politiques agricoles, c'est un problème central de la construction de l'État depuis très longtemps. Il y a beaucoup de fonctionnaires dans la salle, la souveraineté alimentaire, c'est un problème essentiel de la construction de l'État moderne. Donc il y a toujours des négociations, des politiques sectorielles, de soutien à l'agriculture, c'est pas du tout nouveau. Par contre, cette idée que tout le monde a un avis sur l'agriculture, que c'est un sujet dont on parle au journal de 20 heures, quand on parle sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ça c'est un peu plus nouveau. Et ça change un peu la teneur du débat, et ça change aussi la teneur des manifestations. Parce que les manifestations ne sont plus seulement
contre l'État, par exemple, devant la préfecture, en déversant du fumier ou autre, mais elles se font aussi pour conquérir l'espace public. Et conquérir l'espace public face à quoi? Face à ce qui est perçu comme une menace diffuse, qui serait une critique environnementale qui peut prendre plein de formes. Cette critique environnementale, elle a été très visible, en fait, enfin, environnementale et sanitaire, en fait. Un des épisodes les plus marquants quand on rencontre un peu des gens qui gravitent dans ce milieu depuis longtemps, c'est la vache folle, par exemple. C'est un moment où l'agriculture s'est retrouvée complètement déstabilisée et les organisations professionnelles, les syndicats les plus dominants, qui avaient l'habitude de régler des choses de manière assez discrète, finalement, se retrouvent comme ça, mise un peu au banc des accusés, dans l'espace public, quoi. Ensuite, la controverse sur les pesticides, voilà, la controverse sur le bien-être animal aujourd'hui, la contribution de l'agriculture au réchauffement climatique, enfin, tout ça fait que le débat, les manifestations changent un peu de nature. Ça, c'est un élément intéressant. Pour nous, ce qui nous a intéressé là, dans le cadre du petit recueil, c'était de se dire, bon, si on prend au sérieux un peu ces mobilisations, manifestations, elles visent à faire la preuve de quelque chose dans l'espace public, ok? Donc, il y a cette dénonciation de la complexité des normes. Pareil, on peut la minorer, on peut dire, bon, c'est pas si vrai que ça, les agriculteurs sont accompagnés, bon, et tout ça est aussi vrai. Mais si on la prend un peu au sérieux, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a de particulier, en fait, dans ces normes environnementales aujourd'hui en agriculture. Et un des trucs que font pareil très bien les historiens, c'est par exemple de rappeler que un des trucs qui nous intéressait, nous, avec mes collègues, donc c'était un truc très basique là, qui consiste à éloigner le risque. C'est-à-dire sur les épandages d'engrais et de pesticides, c'est de créer des zones tampons entre les endroits où on cultive et les endroits où il y a par exemple un cours d'eau, des habitations, etc. Ça, c'est un type de mesure en fait qui n'est pas du tout propre à l'agriculture. Quand on remonte un peu dans l'histoire, dès le 19e, dès le début du 19e siècle, ce qui accompagne le développement de l'industrie, notamment l'industrie chimique, dans les grandes villes, aux abords des grandes villes, c'est exactement ce même type de mesure, c'est on met à distance les risques. C'est-à-dire qu'on va créer des zones où on va faire un peu attention aux rivières, on va faire attention un peu à ce qui sort des usines, on va éloigner les zones d'habitation quand c'est possible, etc. Donc, un des trucs quand même intéressants, ça paraît très, très basique à rappeler, mais je pense que c'est quand même important, c'est une des particularités de l'agriculture par rapport à l'industrie, c'est qu'elle a une emprise territoriale qui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'une grande partie de la surface du territoire aujourd'hui est cultivée par des agriculteurs. Donc, il y a une démesure, disons, des surfaces à contrôler qui n'a rien à voir avec la surface l'emprise industrielle. Ça, c'est une chose intéressante. Et une autre chose intéressante, c'est que par rapport au monde de l'industrie, même s'il y a eu un phénomène de concentration massive des exploitations agricoles, ça reste quand même un monde qui est relativement émietté. C'est-à-dire qu'il y a quand même, alors c'est très peu par rapport aux millions d'exploitations de l'après-guerre, mais il y a encore quand même, bon an, mal an, 350, 400 000 exploitations en France. Donc c'est autant d'entités juridiques, de personnes qui doivent se conformer à l'INRA. Donc tout ça, c'est un peu juste des éléments de réflexion pour dire pourquoi ce problème il est aussi chaud, il prend autant de place dans l'espace public. Et nous, ce qu'on essaie de raconter en fait dans notre petite notice, c'est de dire finalement ces normes qui sont, faisons un peu la genèse de la complexité de ces normes et regardons finalement, essayons de réattribuer un peu des responsabilités. Plutôt que de dire il y a une bureaucratie malveillante et malfaisante et inefficace qui empile les normes les unes sur les autres, repartons un peu de la base et regardons comment ces mesures de distanciation des risques chimiques en agriculture, elles se sont construites donc en France dès les années 70-80, d'abord sur la question des nitrates et de la pollution de l'eau, et ensuite sur la question des pesticides à partir des années 90. Et je fais rapide, quand on fait ça, quand on fait un peu ce travail archivistique et on va voir des entretiens avec des gens qui ont participé à l'élaboration de ces politiques, on voit c'est un petit peu c'est un autre récit, c'est pas l'État qui pourrait tout et qui déciderait de tout de manière un peu surprenante, c'est que tout ça est fait l'objet de grosses négociations. Et dans ces négociations, ce qui est intéressant par exemple de remarquer, c'est que par exemple, parmi les acteurs qui sont un peu autour de la table dès les années 70 et qui vont un peu pousser ces mesures de mettre des zones tampons, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les zones de non-traitement ou les bandes enherbées, enfin plein de noms, etc. Et c'est pas exactement la même chose, mais j'en pas dans les détails. C'est par exemple les acteurs qui sont très favorables à ce type de mesures, c'est les industriels de la chimie qui vendent les pesticides. Parce que du coup, c'est des mesures, en fait, on a vraiment des exemples très, très concrets, c'est des mesures qui permettent de reporter en fait la responsabilité de la toxicité et des contaminations de cours d'eau éventuelles, par exemple, sur les mauvaises pratiques, donc sur les utilisateurs qui ne se conformeraient pas très bien à l'utilisation des produits, et donc in fine sur les agriculteurs. Donc comme ça, on voit déjà là d'un seul coup que ces mesures ne sont pas tombées du ciel, mais qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui les ont poussées, qui les ont rendues possibles.
qu'on voit aussi, et c'est intéressant, je trouve que ça renvoie à ce que disait Viviane en intro, c'est que en fait, il y a une tentation aussi, et y compris dans la recherche agronomique, plutôt que de pousser des mesures qui seraient des mesures un peu dures, de dire, bah voilà, tel produit, on est désolé, mais là, il est vraiment interdit, atrazine, c'est fini, on arrête demain parce qu'on a considéré que c'était trop toxique. C'est-à-dire, trop compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adapter, parce que telle filière en a un peu besoin. Puis, dans tel territoire, c'est un peu différent, puis ils n'ont pas la même configuration de sol, etc. Et en fait, toute cette réflexion qui va être menée qui va être menée dans des instances de concertation dans les années 80-90, elle est intéressante à suivre parce qu'elle fait de la réglementation dure, de l'interdiction, un truc qu'il faut complètement éviter. Et du coup, il faut démultiplier le conseil, les prestations d'accompagnement, prendre en compte la spécificité des produits, des territoires, etc., à l'infini. Et ça participe clairement à une espèce de complexité assez importante aussi. Donc, on a des acteurs industriels qui poussent des types de mesures pas faciles à mettre en œuvre, un écosystème, disons, de la recherche dans lequel on retrouve ces mêmes industriels qui démultiplient les possibilités. Et ensuite, au moment de les mettre en œuvre, là, donc on arrive plutôt au début des années 2000, on a des syndicats agricoles qui vont s'arc-bouter sur la défense des produits et qui vont en fait négocier pied à pied sur des aménagements, des dérogations à plus en finir. Et au final, on se retrouve avec des mesures qui sont jamais alignées les unes sur les autres. Et donc, effectivement, c'est vrai que enfin, là, on peut pas, enfin, si on a un truc sérieux, c'est très complexe en fait cette réglementation sur les zones de non-traitement. Nous, à chaque fois qu'on remet le nez dans nos archives, on se perd. On est déjà 1 heure à recomprendre ce que c'est que la différence entre les ZNCA, les ZNT arthropodes, une bande enherbée, des CAE1, etc. Enfin, et quand on discute avec des inspecteurs de l'environnement, eux-mêmes, des fois, ils se perdent. Ce qui est un bon indice de la complexité du problème. Mais encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est comment s'est construit cet édifice complexe, dont aujourd'hui l'agriculture et les agriculteurs héritent, mais en rappelant qu'il est, voilà, encore une fois, il n'est pas tombé tout seul, il a été co-construit et il est jamais, enfin, ces principes de construction sont jamais vraiment remis en cause. Donc, si je, autrement dit, c'est compliqué, mais c'est pas que la faute de l'État tout seul, et on peut mettre des mots sur les syndicats agricoles, c'est aussi la FNSEA qui a complexifié, enfin, la FNSEA et les autres syndicats agricoles, qui a Et moi, je déjà trouve que c'est évité expressément dans la notice de vos ouais, mais c'est hyper important, je trouve, enfin, c'est un peu comme ça qu'on Oui, travaille en ce moment, mais c'est hyper important d'élargir la focale au-delà. au-delà des syndicats agricoles et de bien prendre en compte le rôle des agro-industriels qui ont Et- vraiment un rôle ouais, majeur dans l'orientation des modèles productifs aujourd'hui. c'est Sinon, ça. on comprend Ouais. vraiment pas du tout ce Là, qui se passe. c'est-à-dire qu'il y a d'autres acteurs qui ont rendu cette complexité, enfin, qui ont contribué à une complexité, et c'est pas juste l'État qui est arrivé. Et donc, ce que ça dit aussi, c'est qu'un autre monde est possible et que les normes agri-environnementales ne sont pas intrinsèquement complexes, euh, mais que c'est aussi un mode de gestion de l'État qui amène à cette situation et qu'on pourrait imaginer un autre possible. Merci beaucoup. Désolée, je vous ai fait vous dépêcher, c'est terrible. Euh, En fait, ce qu'on cherche à dire dans le recueil, au départ, je pensais pas prendre la parole, mais j'avais oublié qu'on avait mis 7 messages clés euh, qui synthétisent un peu ce qui a été dit. Je vais juste les dire rapidement parce qu'en fait, ça fait la synthèse aussi de tout ce qui vient d'être dit. C'est des messages clés en fait qu'on a construits avec tous les auteurs et autrices du recueil. On s'est mis d'accord sur 7 éléments qui sortaient un petit peu systématiquement, peu importe les sujets traités. Vous les retrouverez dans le détail dans ce recueil que vous téléchargerez dès demain. Mais, mais juste pour revenir, c'est donc, bon, on va passer le premier message, c'est que les transitions agroécologiques, c'est un impératif. Ça, je pense que tout le monde dans la salle et en visio, j'espère, voit pourquoi. Ce qu'on dit aussi, c'est que donc bien que c'est possible techniquement, on sait faire du bio, on sait faire des choses, mais que tout cela, en fait, ce que ça nécessite, c'est déjà d'agir à tous les niveaux des chaînes de valeur. Donc, ça a été dit un peu à droite à gauche. C'est pas une question que d'agriculteurs. Les agro-industries, c'est des acteurs de l'agroécologie, les transformateurs, les consommateurs aussi, mais du coup, les restaurateurs, les acteurs de l'amont et de l'aval. Et donc, nous tous et toutes qui travaillons sur les transitions agricoles, il faudrait qu'on fasse notre travail et qu'on ouvre nous-mêmes notre local et qu'on passe aux agro-industriels, enfin, notamment, et aux distributeurs. L'autre, là, on en a un peu moins parlé, Thierry, tu as dit très très rapidement, c'est que, enfin, non, enfin, vous l'avez un petit peu dit, c'est qu'en fait, il y a une question assez centrale autour de l'élevage, parce qu'en fait, réduire de manière planifiée et maîtrisée la consommation de produits animaux issus de modèles non vertueux, donc pas de tous les modèles d'élevage, mais de certains modèles non vertueux, c'est extrêmement important, puisque ça permet en fait, peu importe là où on joue, ça va permettre de dégager des marges de manœuvre pour éventuellement perdre en rendement par-ci par-là ou perdre
gagner quelques points de prix sur l'alimentation. Que cette alimentation, du coup, elle n'est pas forcément plus chère, mais c'est une question de politique publique. Qu'en fait, la questionner, tout ce qu'on dit, c'est que oui, il y a une complexité dans les transitions agricoles et alimentaires. Elle est là, on la nie pas, la science ne le nie pas. Au contraire, mais plutôt on en fait cette complexité. Mais en fait, il y a un enjeu à rentrer dans cette nuance, à rentrer dans cette complexité. Et du coup, de la comprendre, de l'admettre, mais aussi d'admettre qu'en fait, c'est aussi une question de politique publique et qu'on peut. C'est pas parce que c'est complexe qu'on ne peut pas agir dessus et il y a quand même énormément de marge de manœuvre avec les politiques publiques. Et que tout ça, en fait, ce qu'on dit collectivement, c'est que c'est pas la transition, c'est pas qu'on peut pas, c'est qu'on peut pas et qu'il faut travailler sur la colère des agriculteurs, il faut travailler sur le bio, il faut travailler sur la politique publique, mais c'est pas un horizon utopique irréalisable. Voilà. Moi, j'avais d'autres questions prévues pour continuer la discussion, mais je me dis, vu qu'on n'est pas beaucoup, qu'on est dans une salle, on est pas mal, mais vu qu'on est dans une salle assez intime, peut-être que je peux vous donner la parole, si vous avez des questions ou même les personnes, en l'occurrence, Alexis, si vous voulez compléter, sinon moi je peux poser des Les questions. questions, s'il y a des questions sur lesquelles on peut intervenir, Ouais, on voilà. va intervenir, mais pour l'instant, c'est important d'entendre un peu ce que les exposés ont suscité comme. Comme question. Bah, très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, bonjour. Tiens, c'est moi qui choisis d'abord. Ouais, les femmes. Pas de micro, on n'a pas de micro, donc peut-être si vous pouvez vous lever, éventuellement vous présenter ou dire ce que vous faites. Et si c'est OK, on est aussi OK si vous ne le faites pas. Et parler fort, ouais. Moi, je suis consultante en communication et je me reconvertis vers des métiers de transition écologique et particulièrement sur ces sujets d'agroécologie. Je me demandais si dans le livret ou dans les réflexions que vous avez menées, vous avez étudié la chute de ce modèle de cogestion qui est quand même très très particulier au monde agricole. Et qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui sur l'état de cette cogestion? Alors, Alors, je vais répondre juste pour le lire. Donc, dans le recueil, on ne parle pas de la chute de ce modèle de cogestion. L'IDRI a fait une note que je n'ai pas lue sur la gouvernance. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu dans la salle, mais il y a une note qui est sortie par l'IDRI sur la gouvernance Les chambres d'agriculture. des chambres d'agri. Récemment. Mais du coup, il y a des petits éléments. Le lire, on a sorti une note sur la gouvernance des systèmes agricoles qui est disponible sur notre site. Et voilà, donc ça c'est pour l'aspect pub. Je ne sais pas si vous avez des questions quand même sur comment finalement est-ce qu'on pourrait penser cette. En tout cas, il y a aussi un numéro spécial de la revue Pour qui va sortir maintenant, je crois, ou après-demain, et qui aborde ces questions-là autour des questions notamment de démocratie alimentaire. Mais du coup, je sais pas si Mais juste sur la question des chambres d'agriculture, c'est un exemple intéressant parce que c'est un outil parapublic, c'est-à-dire que c'est un outil qui est quand même largement financé par la puissance publique, même s'il est contrôlé par les syndicats agricoles, qui a quand même été conçu explicitement pour accompagner les politiques de modernisation des années 50, et qui aujourd'hui se retrouve un peu depuis même 30 ans, en fait, est un peu entre plusieurs feux, quoi. C'est-à-dire continuer d'accompagner l'intensification, mais en même temps faire monter des projets plus de valorisation territoriale. Enfin, ces missions sont toutes claires. Et c'est un bon exemple, je trouve, de l'inconséquence des politiques publiques en matière agricole. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, si on voulait prendre au sérieux le tournant agroécologique des politiques publiques, ça supposerait de réorienter très très profondément l'action des chambres d'agriculture. Et c'est pas le cas en fait. Elle est réorientée, mais à la marge, et du coup, ça fait des trucs un peu contradictoires, etc. Et c'est pas le cas, pourquoi? Et c'est ce qui est expliqué dans la note de l'IDRI, à cause du mode de scrutin aux chambres d'agriculture. Et le mode de scrutin aux chambres d'agriculture, il est directement hérité de la période des grandes lois d'orientation, de modernisation des années 1960-62, où toute cette cogestion a été mise en place et où il allait de soi que la politique agricole était celle des jeunes agriculteurs et de la FNSEA. Et donc, c'est le mode de scrutin avec, je ne sais plus combien, une quinzaine de collèges, est fait de telle façon que c'est tout expliqué dans cette note de l'IDRI. Et dans le chapitre de Jeanne Pain qui a fait
ce travail avec Aurélie Cataldo-Didri dans la revue Pour, et où elle montre comment, en fait, ce mode de scrutin verrouille complètement les chambres aux mains de la FNSEA. Et qu'il peut y avoir une majorité de votes pour d'autres syndicats, et c'est le cas aux dernières élections, et la FNSEA a gardé la présidence, ou des votes, ou dans le collège des exploitants agricoles, on a 75%, enfin on n'est pas à 50% pour la FNSEA, et ils gardent la chambre. Enfin bon, il y a un mode de scrutin de comptage des voix, donc de mode de décision à l'intérieur des chambres, qui verrouille, qui donne les clés des chambres à la FNSEA. Et je peux intervenir. Bon, je ne suis pas historienne, mais je suis historienne, mais je suis vieille. Ça fait un moment que je regarde les questions d'évolution des politiques agricoles. Et c'est vrai qu'on a quand même deux périodes, je ne sais pas si tu vas d'accord, les années 60 aux années 90, en gros, c'est des années de cogestion parfaite, en fait, de la construction de la politique agricole, avec une adéquation entre ce que veut l'Europe, ce que veut l'État, ce que veulent les agriculteurs, où tout va bien, et puis les années plus récentes, enfin, qui durent déjà depuis longtemps maintenant, où on a cet éclatement. Alors, c'est un peu ce que tu disais déjà, c'est ou c'est toi, ou c'est peut-être toi, F, c'est l'émergence de la société. Enfin, ça en devient une chose publique, c'est plus juste entre l'État et les agriculteurs, et l'apparition des enjeux environnementaux. C'est à partir du moment où on commence à parler des questions environnementales et des effets environnementaux, où tout part en éclat et où ça ne existe plus. Et les agriculteurs s'arc-boutent alors qu'on pouvait attendre d'eux qui continuent à co-construire une politique agricole. L'exemple des mesures agroenvironnementales est typique. Ils se plaignent qu'elles ne sont jamais comme ils veulent, ces mesures agroenvironnementales, qu'elles sont trop compliquées, et c'est en partie vrai. Mais on pourrait imaginer un monde dans lequel il y ait une co-construction positive de ces mesures agroenvironnementales pour qu'elles jouent leur rôle. En même temps, je ne veux pas monopoliser la parole. En même temps, à ce moment-là, au moment de la montée des questions environnementales, il y a surtout une libéralisation et un changement fondamental des politiques agricoles, avec le découplage. On passe d'un système d'aide par des prix garantis à des aides directes, et ça change complètement la donne aussi au niveau du débat public, au niveau des rapports, enfin de la façon dont se fait l'économie agricole et la concurrence entre les agriculteurs, mais aussi sur les termes du débat. Mais bon, ça va bien au-delà de notre. Ils ont des aides, et ils ont des aides pourquoi conditionner à quelque chose, conditionner à rien, c'est pas du tout la même chose. Mais du coup, sur la question de la cogestion, et peut-être pour ramener sur un truc très lié, sur comment elle est vécue au sein de l'État, si vous restez après, je pense les agents de l'État qui sont présents vont peut-être prendre la parole pour en parler, mais pourquoi pas autour d'un verre sur comment ils le vivent. Mais on a fait une conférence en décembre dernier, qui est en ligne, je pense, celle avec le pôle. Ouais, elle est encore en ligne sur le site du Liard, et donc on a l'ancien ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui explique certaines choses, et comment lui il a vécu ça, et aussi une vision intéressante de Prunelle Besson, qui est directrice des CIVAM, et qui explique aussi que ça passe, que cette cogestion elle passe aussi par des trucs très bêtes qu'on pourrait aussi, hein, plutôt que moins inviter la FNSEA, on pourrait aussi plus inviter les autres organisations, et que ça, c'est pas assez fait. Mais du coup, on a cette conf qui est super intéressante et qui en est. Ouais. Ouais, merci beaucoup pour votre intervention. J'ai deux questions, si c'est possible, sinon oui. Plus fort. Et si vous pouvez vous présenter. Antoine, la première question, ça concerne le bio. Vous avez indiqué qu'il y avait des prix à la consommation. Et la question est financière. Est-ce qu'une étude a chiffré combien ça coûterait en termes de finances publiques de ramener le prix de tous les produits bio au même niveau que ceux des produits conventionnels, que quel que soit le mécanisme, par des subventions différentielles, par une augmentation des aides à la PAC, pour, par exemple, une surface donnée, 30% du bio, est-ce qu'on serait sur plusieurs centaines de millions, plusieurs milliards d'euros, plusieurs dizaines de milliards? C'est quoi l'ordre de grandeur? Parce qu'il va falloir répartir ce surcoût entre le consommateur ou les finances publiques. Je trouve que ce sera intéressant pour le débat. Et la deuxième question, si tu peux me permettre, je pense que oui, c'est toujours sur le bio, mais le premier intervenant a dit des choses très intéressantes sur la difficulté, dans certaines situations, de se passer de produits phytosanitaires, voire même encore plus difficile, d'engrais.
Est-ce que promouvoir uniquement le bio, c'est pas plutôt être trop ambitieux? Et alors, il y a sur le label HVE que vous avez rappelé, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt aussi à, plutôt que de mettre la barre très haut tout de suite pour tous les agriculteurs, à proposer un autre label qui dirait, je ne sais pas moi, 50% de baisse de produits chimiques? C'est déjà, et l'engrais, c'est déjà un fort progrès. Ouais, je vais répéter la question juste parce que c'est moi qui ai le micro. Donc, pour les gens en ligne. Quel surcoût pour les politiques publiques si on se met à financer le bio pour Lucille? Et deux, est-ce que c'est pas trop ambitieux finalement d'aller vers du tout bio? Ouais, voilà. J'ai bien repris un peu. Oui, alors il n'y a pas à ma connaissance d'études spécifiques sur combien ça coûterait de ramener les prix du bio au prix du conventionnel, notamment parce que, en raison de ce que j'expliquais avant, c'est-à-dire qu'on connaît relativement bien les surcoûts du bio à l'échelle de la production agricole. Euh, et je le disais, ça dépend aussi énormément des contextes, du moment, des prix relatifs de tel et tel produit à tel moment, des filières, de plein de choses. Mais c'est quand même quelque chose qu'on connaît relativement bien. Ce qu'on connaît beaucoup moins bien, c'est tout ce qui se passe après, et notamment cette transmission du prix, on va dire, production vers jusqu'au consommateur. Et là, il se passe plein de choses avec notamment des décisions et des stratégies de, de marge, de prix, de promotion que font notamment les acteurs de la distribution. Et donc, en fait, on ne sait même pas si le prix, la différentiel de prix entre bio et conventionnel est vraiment justifié quand on le paye au supermarché par des surcoûts de production au niveau agricole et un peu première transfo, ou si c'est justifié plutôt par des stratégies de marge, de producteurs et tout. Donc, oui, on pourrait se dire, on met plein d'argent public et là, ça coûterait très, 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 très cher pour mettre le prix du bio au conventionnel. Mais est-ce que ce serait un usage très efficient de la dépense publique? C'est pas sûr, surtout compte tenu voilà, de ces stratégies-là. Donc, c'est pas très satisfaisant comme réponse, je le reconnais. Je sais pas à quoi je pourrais faire référence peut-être pour donner des pistes là-dessus. Il y en a pas, je sais pas si quelqu'un d'autre aussi. Oui. Ouais. En fait, il y a une publication qui a été faite sur l'ensemble des publications, des travaux sur la différence de prix entre le bio et le conventionnel, ce que payait le consommateur, c'était 30% en moyenne. Sauf que dans les 30%, finalement, il y a beaucoup de choses. Et ils faisaient le calcul de combien il faudrait payer en plus si on voulait que les revenus des agriculteurs bio soient au même niveau que le revenu des agriculteurs conventionnels. Et là, c'était 7%. Alors, la différence entre les 7% et les 30%, elle peut s'expliquer de plein de manières, on ne va pas rentrer là-dedans, mais en résumé, pour répondre à votre question, on pourrait dire que, et c'est une moyenne mondiale, donc ça ne vaut pas forcément pour la France, c'était un travail, mais c'était 7% de plus à payer, donc il faudrait considérer que sur tous les produits alimentaires, on paye 7% de plus et que ce soit couvert par la puissance publique. Voilà. Non. Désolée, juste pour répartir la parole, mais sur la deuxième question, Thierry, tu veux... Oui, juste très rapidement sur la deuxième question. Donc, sur l'objectif de réduction de 50% des pesticides et de l'azote, en fait, effectivement, c'est déjà un objectif au niveau du Green Deal européen. Plus précisément, c'est 50% des pesticides, il me semble, et sur l'azote, c'est 50% des pertes d'azote. Ça veut pas dire déjà. Et on peut noter aussi une initiative en Suisse qui est l'initiative Pesticide Free, donc des productions sans pesticides, qui fonctionne bien. C'est une initiative où maintenant la plupart du blé qui est produit en Suisse est un blé produit sans pesticides. Et il fonctionne avec un mécanisme de subvention. Alors, c'est une subvention aux agriculteurs. Il faut savoir que les consommateurs, quand on fait des études sur est-ce qu'ils sont prêts à payer plus cher pour avoir des produits sans pesticides, ils sont prêts à payer plus cher. Ils sont prêts à payer une petite prime de prix. Et vu que c'est quand même, cette deuxième question était quand même la fiche dev. Oui, je veux juste réagir sur le fait que, par exemple, on a au niveau européen la possibilité de mettre en place cette aide au maintien. On pourrait avoir cette aide au maintien qui serait bien plus élevée qu'elle n'est actuellement, puisqu'elle est à zéro, qui inciterait des conversions, etc. Mais l'idée de mettre un autre label encore, ça veut dire on continue pour
et inciter les producteurs à changer de modèle productif, à passer par la segmentation du marché, qui est déjà le cas avec le bio, qui est en concurrence avec HVE, en concurrence avec l'agriculture raisonnée, enfin surtout HVE. C'est pas comme ça qu'on va, en segmentant le marché, en faisant des signaux pour inciter les consommateurs, qu'on arrivera à transformer les choses. C'est vraiment réorienter la masse des financements, à la fois sur la production et à la fois sur les autres segments, avec l'autre enjeu important, qui je pense est important de souligner quand on a un regard sur ces questions économiques, c'est que le bio, en moyenne, c'est plutôt des plus petites surfaces, mais surtout beaucoup plus de main-d'œuvre. Beaucoup plus de main-d'œuvre, et donc c'est de la création d'emplois derrière. Donc c'est aussi de la création de richesse. Donc c'est compliqué de raisonner toutes choses égales par ailleurs, comme vous aviez un peu, enfin j'avais un peu l'impression que vous le faisiez spontanément. En fait, vraiment, il faut imaginer un système, enfin réallouer les aides complètement différemment pour pouvoir promouvoir des systèmes agricoles qui existent déjà. Si on remet de l'aide au maintien, il y a plein d'agriculteurs sur le terrain qui sont prêts à passer au bio, qui demandent que d'avoir les aides, et des aides, par exemple, plus stables, plus rassurantes. Là, actuellement, elles sont dans le second pilier. Il y a des fois des retards de 2 ans. Vous êtes en conversion à l'agriculture biologique, vous prenez un risque sur votre exploitation, vous repensez tout, et vous attendez des aides pendant 2 ans alors que vous comptiez dessus pour compenser un peu vos pertes de revenus. On peut, alors que pendant un temps aussi, les aides de la PAC, les aides au bio, elles ont été dans le premier pilier. Le premier pilier, c'est beaucoup plus stable, c'est pas cofinancé, donc c'est moins risqué, donc ça bouge moins. Enfin, il y a plein d'éléments dans les politiques actuelles qui permettraient simplement d'aider mieux le bio. Enfin, je veux dire, enfin, moi, ce que j'ai essayé de bien mettre en évidence dans la fiche, là, je pense que ouais. L'objectif, c'est 100% bio. Mais c'est pas une question d'objectif. L'objectif, on est vraiment tellement loin de ça. On est à 14%, par exemple, en Autriche, ils sont à 25% de bio, en SAU, et ils ont un objectif à 2030 de 30%, un objectif de 30%. Nous, on importe du bio, donc on importe pour notre consommation, on est à 14%, non, à 10% de SAU, 14% des agriculteurs, c'est pour ça qu'il y a plus de... Bref, on est loin, loin derrière, on est en dessous de la moyenne européenne en surface. On est la première puissance agricole, on est très loin derrière sur le bio. Il n'y a rien qu'à avancer un tout petit peu, ce serait déjà énorme. Ça, c'est juste, je pense que c'est un point important. Désolée qu'on ait parlé. De manière transversale dans le recueil et dans les débats sur l'agroécologie, il y a souvent des raisonnements par l'absurde qui disent mais si on fait 100% de je sais pas quoi, tout s'effondre. En fait, on en est tellement loin que nous, ce qu'on défend dans le recueil de manière générale, on dit, en fait, à aucun moment on ne précise exactement là où on veut aller parce que en fait, tout ce qu'on dit, c'est que déjà, si on avançait à mi-chemin, on serait déjà beaucoup mieux sur tous les plans. Et après viendra le temps de se demander pour les 20, 30, 40% restants. Mais déjà, on a une marge de manœuvre énorme, ce que tout le monde dit sur les avancées. Et bon, et de toute façon, cette question est super bien écrite dans le recueil. Je sais pas. Là, en rouge, je ne vois pas. Ouais. Bonjour, Vincent Lucie, je travaille dans une coopérative d'activité d'emploi. On est représenté au niveau de réseau par la Fédération des CAE. Et on a une couverture métropolitaine assez importante, y compris dans les grandes zones. Et on a beaucoup d'activités d'éducation populaire dans nos différents modèles économiques. Et je me demande si en fait vos travaux sont relayés à travers la société civile sous forme territorialisée, on va dire. On supporte dans nos œuvres, à travers le réseau, beaucoup la sécurité sociale de l'alimentation. Je suppose que vous avez une fiche dessus. Non. Non? Non. C'est pas grave. Et voilà, un autre exemple en fait, d'abondance publique, enfin en tous les cas de soutien public. Et pourtant, dans les territoires en Ariège, par exemple, ces micro-projets-là, en fait, ne retrouvent pas que les panneaux, mais vont aussi se remettre les têtes à l'endroit de beaucoup de personnes dans l'agriculture qui, du coup, retrouvent un espoir avec les circuits courts de manière générale et en fait, sont plus réceptifs aux travaux que vous publiez certainement de votre côté. Je me demande s'il y a des liens comme ça entre justement les circuits de sécurité sociale de l'alimentation, les circuits courts de manière générale, qui sont pas une réponse au niveau structurel, je l'entends très bien, de la représentation au niveau des formes, du commerce international, et qui quand même réouvrent les espoirs et en fait remettent les têtes à l'endroit en général. Ouais,
Merci. Pardon, j'étais en train de réfléchir à reformuler. Si je peux me permettre de reformuler, c'est vrai, en fait, il y a un peu deux questions dans votre question. Il y a c'est deux questions que vous avez proposées dans la concept note. C'est quoi les discussions qu'il y a dans le milieu de la recherche sur sur cette question un peu de la diffusion des résultats, qui, on le voit bien, la complexité du monde agricole fait qu'il y a une complexité dans le débat public et comment c'est perçu chez vous dans vos instituts respectifs. Du coup, il y avait je pense que c'était plutôt une remarque. Il y a des initiatives sur les territoires qui sont super intéressantes et c'est vrai que la sécurité sociale de l'alimentation, ça en fait partie. Et non, on n'en parle pas, mais c'est pas parce qu'on ne les aime pas. Je sais pas euh, si vous avez quelque chose à dire sur cette question-là de débat public, lien recherche, monde réel. Sinon. De part, on pourrait sûrement faire mieux, mais peut-être pour faire mieux, il faudrait avoir d'autres genres de moyens aussi, je pense, parce que c'est un peu l'enjeu, je pense. C'est tout un travail de médiation qui prend du temps, qui est super intéressant, mais qui est quand même souvent un truc qu'on fait en plus de notre travail, quoi. Donc c'est à la fois un truc j'aime bien faire, je pense, mes collègues aussi. Mais pour le faire à grande échelle, ça suppose un peu d'autres moyens, quoi. Donc, j'ai pas trop d'autres trucs à dire. Si ce n'est que, voilà, à titre perso et collectif, on a essayé, par exemple, de monter des projets de recherche participatifs avec des acteurs, société civile, comme on dit, qui sont engagés dans des démarches un peu agroécologiques, au sens large. Et c'est super intéressant, mais c'est très coûteux en temps, hein, encore plus que quand on fait de la recherche classique. Et alors, c'est intéressant et ça donne d'autres perspectives de diffusion, mais c'est vraiment très coûteux en temps. Et voilà. Mais ça marche. Ouais, c'est intéressant. Pas très reconnu académique. On a quand même dans la salle des représentants je suis pas sûre, mais je vais quand même le dire, de gens qui travaillent à l'INRA sur le lien entre recherche et appui aux politiques publiques, qui n'ont pas souhaité prendre la parole maintenant, mais ils existent et ils sont là ce soir. Des questions de fond, Alexandre. Donc, Alexandre Tourpier, moi, je fais j'ai une entreprise pour faire de la publicité, donc d'aide marketing aux entreprises vertueuses, sur entreprises, associations, enfin, comme l'Institut Rousseau, ou un pépinériste, etc. Ou bien lire, éventuellement. Et donc, en fait, ma carrière a été 36 ans dans l'industrie, toute. Et comme je n'avais pas fait l'agriculture, j'ai fait le brevet d'exploitation agricole il y a 3 ans. Et donc, ma question, c'est un peu, donc l'industrie, est-ce qu'elle se la gueule? Elle s'est cassé la gueule, on est passé de plus de 20 à moins de 10%, enfin, on va baisser de 12 à 9% pour l'automobile. Et on voit que ça pourrait se casser encore plus la gueule. On apporte tout. Et si on sait que si on voulait apporter les frigos, les perceuses et tout ça, enfin, au lieu de les importer, on les faisait ici, ça serait beaucoup plus cher. Et aussi, dans l'agriculture, c'est pareil en ce moment. Les fruits et légumes, ça a presque. Enfin, c'est en rendement, c'est en disparition en France. Les fruits. Les légumes, ça suit. Et donc, est-ce qu'on ne va pas peut-être arriver à que, comme l'industrie, on va tout importer en France, ou la majorité, ce qui fait déjà beaucoup. Et effectivement, l'Europe étant assez ouverte, parce que là récemment, la CSRD qui va être imposée aux producteurs français, elle va être apparemment aucune obligation pour les producteurs étrangers, apparemment. Donc en fait, est-ce que finalement, c'est pas la fin de l'agriculture en France qui va venir et l'importation quasi totale? Bon, on va poser. C'est une question, mais c'est une question qu'on a d'ailleurs traitée aussi dans le recueil. Je vais prendre plusieurs questions comme ça, là, en vert. Pardon. Bonsoir, je travaille pour le BASIC, qui est pensé quand même un bureau d'études qui travaille sur l'analyse de l'impact en fait, de nos modes de production et de consommation, assez spécialisé sur les questions agroalimentaires, mais pas que. Et je voulais juste revenir sur l'effet structurant en fait, des financements publics parce que je sais que Eve l'a mentionné par rapport au travail de recensement des données publiques qu'on a fait avec ici. Mais c'est vraiment fondamental de réaliser les ordres de grandeur parce que c'est très dissonant avec le discours ambiant et aussi de surtout regarder le fléchage en fait, de ces financements publics. La spécificité du travail qu'on a réalisé avec Lucille, c'est de regarder les financements publics dans leurs différentes natures, donc en y ajoutant exonération de cotisation sociale, exonération fiscale, et à l'ensemble des maillons du secteur agroalimentaire. Et donc, on arrive à ce total de 48 milliards. Et dans ces 48 milliards, 40 milliards, on a chiffré, vont à des acteurs économiques, donc une fois qu'on a enlevé le budget de l'État, de la recherche publique, etc., à des acteurs économiques que nous, on a définis comme impactants, alors qu'en vis-à-vis, seulement 3 milliards vont à
des acteurs économiques dans les filières qui sont bio, équitables, AOP, donc vous savez, toute la politique de la France pour défendre la diversité de nos territoires agricoles et gastronomiques. Et que donc, du coup, pour nous, là, il y a un peu un enjeu d'organisation d'une concurrence déloyale quand d'un côté, il y a 40 milliards et 3 milliards. Et c'est surtout qu'on a pu, en parallèle, chiffrer, alors hors maillon agricole, le fait que ces 40 milliards sont bien plus importants que les bénéfices réalisés par les acteurs en milieu chaîne de l'agroalimentaire et de la distribution, qui se chiffre à 28 milliards cette même année en 2021. Donc, on peut presque se poser la question de la perfusion économique de notre secteur aujourd'hui agroalimentaire et du coup de l'absence de réflexion aujourd'hui si les financements publics viabilisent ce secteur-là, quelles sont les conditions que les pouvoirs publics pourraient demander d'un point de vue maintien de l'emploi, impact écologique, santé des consommateurs, parce que par ailleurs, le travail qu'on a fait dans ce recensement public, c'est de chiffrer le coût des impacts de l'alimentation aujourd'hui, du système alimentaire, à 19 milliards d'euros. De ces 19 milliards, le premier poste de dépense, c'est 12 milliards d'impacts sanitaires. C'est les maladies des consommateurs en termes de diabète et cancer qui sont liés à la mauvaise alimentation des Français aujourd'hui. Et après, il y a beaucoup d'autres choses sur la précarité des travailleurs de la chaîne alimentaire, la pollution de l'eau, etc., etc. Je ne rentre pas dans la liste. Mais voilà, je voulais vraiment réinsister sur l'effet structurant parce que il y a toute une course à la productivité dans le libre-échange aujourd'hui, le marché commun européen, qui fait que les chaînes de valeur, les filières se pressurisaient pour produire au plus bas coût possible. Et c'est ce qui fait qu'il y a un recours massif aux pesticides, à l'engrais, à la précarisation des travailleurs et qui génère ces impacts et ce coût pour les finances publiques. Merci. On laisse passer, c'était pas une question, mais parce que non, mais justement, c'est aussi c'est important de valoriser les autres personnes. Nous, on a fait un recueil pour essayer de rassembler des idées, mais il y a d'autres gens qui produisent des études super cool. Il y a l'IDRI, d'ailleurs, bon, il y a des chercheurs qui sont dans les rédacteurs du recueil, mais voilà, on avait personne du basique, mais largement cité le basique. Ouais, votre rapport est largement cité et et on a fait une conférence, Julia, Amélie a organisé une présentation du rapport. Avec plaisir. Vas-y, Adeline. Merci. Bonjour à tous, Adeline. Ma question, c'est-à-dire à un moment donné, on a une marge de manœuvre énorme au niveau des politiques publiques pour améliorer les choses. Et j'aime beaucoup, mais par contre, je suis moins optimiste sur la marge de manœuvre, même énorme, importante, ou ne serait-ce qu'une marge de manœuvre. Quand on voit, par exemple, avec le témoignage qui vient d'être fait, comment le système se satisfait aujourd'hui de comment il fonctionne, en tout cas quelques acteurs, pas tout le système, mais quelques acteurs qui vont bloquer derrière à des endroits clés. Et au niveau des politiques publiques, on voit bien en fait que derrière, je veux dire, les décisions, elles ne sont pas prises au niveau des administrations, elles sont prises très haut dans des arbitrages par des personnes qui ont tout intérêt à garder les choses telles qu'elles sont. Et du coup, voilà, en fait, ma question derrière, puisqu'il y en a une, c'est est-ce que vous les avez identifiés? Est-ce que vous proposez des choses pour essayer de débloquer un peu ça, au-delà d'idées complètement un peu utopistes, c'est super chouette, mais par exemple, se dire que demain, on a en ministre de l'Agriculture quelqu'un qui croit à tout ça et absolument pas le cas aujourd'hui. Bon, je prends cette question. Et on va en prendre une dernière et... Enfin, je reformulerai après. Gaëtan, je suis ingénieur élève du corps des ponts et des eaux et des forêts, donc en première année de formation, donc je débute seulement. J'avais une question, j'ai la question à 1 million d'euros du coup, qui est comment mettre en œuvre les transformations que l'on sait nécessaires aujourd'hui. Si on regarde le rapport du Chiffre Project sur l'agriculture, consultation de 10 000 agriculteurs, 93% se disent prêts à engager la transition. De ce que vous dites aussi, on comprend, et c'est un peu ce qu'il raconte, que contrairement à d'autres transitions, c'est une transition que techniquement, on sait presque mettre en œuvre demain, et donc c'est surtout une question d'argent. On sait aussi qu'il y a un attachement fort des individus aux agriculteurs, et du coup, la question, c'est qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est naïf de penser qu'une grande consultation générale des états généraux de l'agriculture pour réconcilier les concitoyens, pour enrôler les agriculteurs,
ce serait une bonne idée. Voilà, d'un point de vue politique publique, et même enfin, tous les avis sont tout bons. Qu'est-ce qu'ils veulent? Super, on va s'arrêter là. Je vais juste reformuler les questions pour les gens qui sont en ligne. Donc, il y avait une question qui était plus une inquiétude, c'est mais en vrai, qui on entend beaucoup dans le débat public, c'est est-ce que c'est la fin, enfin, est-ce qu'on va vers une fin de l'agriculture française? Est-ce que est-ce qu'on va vers enfin, est-ce qu'on va vers un modèle où on va finir par tout importer? La question d'Adeline qui est un peu la question, moi je trouve, à 100 milliards d'euros et qu'on ne se traite pas dans le recueil. C'est finalement en effet la question des jeux de pouvoir et de comment on fait face à un système qui a énormément de pouvoir en ce moment et des gens au pouvoir qui n'ont pas envie de changer. Et donc Gaëtan qui vient de poser la question, comment est-ce qu'on met en œuvre? Donc on voit que les agriculteurs sont prêts et donc qu'est-ce qui bloque finalement? Pourquoi on fait rien? Le pouvoir. C'est 1 million d'euros. Un milliard. 1 milliard. 100 000, Non, c'est une question, c'est un peu compliqué de répondre comme ça, mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, là, quand on fait des plans comme ça, on déplace des milliards et qu'on parle de politique publique qui peut beaucoup, enfin, moi, je suis complètement d'accord. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas trop faire l'économie d'une petite réflexion sur les rapports de force politiques. Et je ne suis pas convaincu, enfin, titre personnel, je ne suis pas complètement convaincu qu'on puisse juste lire les choses en termes de blocage institutionnel à des postes clés. Il y a quand même quand même des convictions plus profondes et plus partagées qui sont probablement encore en train de se former. Alors certes, il y a ce truc là qui est sorti sur 80% des agriculteurs sont prêts à s'engager à la transition. C'est intéressant, mais il faudrait voir est-ce que ça. Enfin, tout le monde est prêt à s'engager dans la transition. Enfin, moi, je suis pas ça hyper convaincant. Ce qui serait intéressant, c'est plutôt de comprendre en termes de représentation politique, comment est-ce qu'on fait un peu, transforme un peu les choses. Et alors, mais j'ai pas de solution. Mais là, ce qu'on voit, on peut pas faire, pareil, on peut pas faire l'économie d'un truc, c'est que le rapport, là, on a focalisé tout à l'heure l'attention sur la FNSEA, mais la FNSEA, elle est moins majoritaire qu'il y a 5 ans, et probablement qu'elle sera encore moins dans 6 ans. Il y a un autre syndicat qui est donc, qui s'appelle la coordination rurale, qui a pris beaucoup de place et qui va continuer au plus longtemps, ça je l'ai. Et donc, enfin, toutes ces réflexions-là, le rapport de force avec enfin, au sein du monde agricole, il est quand même assez défavorable aux projets politiques et agroécologiques. Donc ça, je ne sais pas trop comment il faut le prendre, mais en tout cas, on est obligé de le prendre au sérieux. Une manière, par exemple, de poser la question, et ça renvoie peut-être à la discussion tout à l'heure sur l'agriculture, c'est de se dire, aujourd'hui, les travailleurs de l'agriculture, si on élargit aux travailleurs de l'agroalimentaire, pas que les 350 000 chefs d'exploitation. Là, c'est rappeler aussi que ces syndicats agricoles, et de plus en plus, c'est aussi des syndicats patronaux. Et en fait, il y a aussi toute une foule de gens qui sont des salariés agricoles, et encore plus, encore une fois, si on élargit aux salariés de l'agroalimentaire, qui n'ont, par exemple, qui n'ont aucune. Ouais, c'est plus aujourd'hui que le nombre de chefs d'exploitation si on restreint juste à l'agricole. Et ils n'ont aucune représentation politique, par exemple. C'est un secteur qui est totalement sous-syndiqué, qui est précarisé, etc. Donc, par exemple, là, il me semble que là, il y a des leviers d'action possibles dans les politiques publiques, de donner une espèce de consistance, de donner une épaisseur, en fait, à tous ces gens qui sont là et qui n'ont aucune voix au chef. Et en posant les choses comme ça, d'un seul coup, on se dit, bon, certes, il y a des syndicats qui tiennent quand même les rênes des institutions, du pouvoir, de la puissance, mais enfin, c'est aussi ne pas, je veux dire, s'enfermer dans dans ce petit espace et essayer de reposer les choses un peu différemment. Et pareil, tout à l'heure, on disait, c'est intéressant de poser la question de politique agricole et de l'étendre aux questions agro-industrielles. C'est un peu le même genre de raisonnement, c'est de se dire, on peut aussi se dire, il y a des politiques qui se donnent à voir comme agricoles, mais qui en fait concernent complètement d'autres acteurs. Il y a de l'argent qui est distribué aujourd'hui aux agriculteurs. En vrai, par exemple, c'est de la défiscalisation sur le pétrole ou de la subvention à l'achat de matériel. C'est de l'argent pour l'industrie. Et du coup, quand on repose un peu les questions comme ça, d'un seul coup, on déplace un peu les arènes de confrontation et probablement on peut créer un peu d'autres coalitions, d'autres rapports de force qui, à la fin, pourraient un peu faire bouger une politique publique d'une manière un peu moins abstraite. On n'a pas satisfaisante. Non, mais si, enfin, c'est un peu ces questions-là, quand on parle de rapport de force, faut à la fois se poser la question de qui a le pouvoir et de qui l'a pas et comment on peut empouvoirer ceux qui l'ont pas. Et je sais que tu as par ailleurs travaillé pas mal sur les racines du pouvoir de la FNSEA. Il vient pas de nulle part, il est pas. Non, Il a des sources très concrètes, notamment. Moi, j'avais une lecture et je me permets de te proposer une réponse.
Ah, pardon. Non, mais je me souviens que j'avais fait le compte, j'avais écouté, je m'étais dit, il y a aussi, je fais le lien avec le hier, il y a aussi une question de la FNSEA, par exemple, elle fournit des services publics, enfin, ce que j'estime être des services publics agricoles, non? Enfin, elle a une fonction qui va au-delà du syndicat, elle fait de la sociabilisation, elle fait de l'aide. Tu renvoies aux travaux d'Alexandre Becas sur la FNSEA qui a une politique clientéliste pour garder ses. Mais moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Sylvain, c'est-à-dire que c'est pas le problème, c'est pas que la FNSEA, puisque la FNSEA plutôt baisse, la coordination rurale monte et elle propose le même projet en termes agronomiques. Et donc, le problème reste entier. Alors que, comme Gaëtan l'a souligné, il y a le rapport du Shift qui a fait ses propres enquêtes, il y a un sondage du collectif Nourrir et Excite qui dit aussi que 83% des agriculteurs sont favorables à la transition écologique. Donc, il y a une sorte de. Ça renvoie encore une fois à comment on rend ça possible. Et le levier des politiques publiques et d'une réorientation des fonds publics alloués, elle est cruciale. Et juste pour répondre à votre question sur les états généraux de l'alimentation, je vous rassure, ça s'est déjà fait. Ça s'est déjà fait plusieurs fois. Ça s'est fait une première grande fois en 2017 au moment de l'accès au pouvoir de Macron. Et bon, bah, il n'en est pas sorti grand-chose parce qu'en fait, il n'y a pas eu de lien. Déjà, les échanges n'ont pas été rendus publics. Et alors que tous les gens qui avaient participé étaient très contents, enfin, moi, à dire de collègues qui ont participé à ces états généraux, de gens de la société civile, etc. Il y a vraiment une émulation, une réflexion qui avait porté, qui était assez encourageante. Même les distributeurs étaient prêts à aller beaucoup plus loin dans le changement de leur stratégie, etc. Et finalement, c'est plutôt un peu une montagne qui a accouché d'une souris et ça renvoie en fait à où est la vraie décision politique. Et la décision politique, quand elle décide sur les questions agricoles, toutes les négos de la PAC le montrent bien, etc., elle décide marginalement sur les questions agricoles. En fait, il y a une hiérarchie des priorités politiques qui fait que c'est d'autres enjeux qui prennent le pas. Là, clairement, l'alimentation, je suis membre du Sénat, le Sénat n'a pas de président depuis 1 an et demi. L'alimentation, c'est pas le Conseil national de l'alimentation, c'est une sorte de parlement français d'alimentation. On n'a plus de président depuis 1 an et demi, depuis la dissolution. L'alimentation n'est pas dans les priorités politiques. Pour l'instant, peut-être qu'un changement de la coalition de pouvoir changerait ces priorités-là. Mais donc, ça dépend beaucoup aussi de qui est, d'une volonté politique de mettre en œuvre des politiques publiques. Et ça dépend aussi de nos votes. Quand on regarde les dernières réformes de la PAC, depuis, de façon complètement un peu paradoxale pour un politiste, les 3 dernières réformes de la PAC, qui ont été les seules réformes qui ont été faites avec le Parlement en co-décideur sur la PAC, eh ben, c'est des retours en arrière sur les questions environnementales. On pourrait se dire, alors que des sondages Eurobéromètre avant la réforme de la PAC montrent que 80% des citoyens européens veulent une PAC plus juste, plus équitable et plus environnementale. Et pourtant, on a des reculs, alors que le Parlement, qui est censé représenter ces citoyens qui sont fans d'une meilleure alimentation pour tous, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, au moment de voter, eh ben, ils ne votent pas sur des questions agricoles et alimentaires, ils votent sur des questions d'immigration, de politique économique. Et donc, il y a une hiérarchisation des priorités politiques qui se traduisent dans le vote et qui se traduisent dans la majorité actuelle au Parlement européen, et ça se traduit forcément en décisions de politique publique. Donc, tant que ces questions, peut-être il faudra arriver vraiment à une situation où on est complètement noyé par la pollution, qu'il n'y a plus de pollinisation, qu'on ne peut plus avoir d'eau potable nulle part, et qu'on n'a plus un agriculteur, on n'a que des grosses machines partout et que tout le monde meurt, alors ça deviendra un enjeu de discussion politique et que donc ça deviendra une priorité politique plus importante que l'immigration. J'en sais rien, mais il y a aussi une histoire de levier, enfin c'est un regard de politiste et de spécialiste de politique publique, un peu peut-être des formations professionnelles, mais je pense qu'il y a aussi un enjeu autour de qui prend les décisions et qui est élu pour le faire, et donc quelle place prennent ces questions alimentaires. C'est pour ça que ce recueil, il faut effectivement, comme le disait le monsieur en rouge, là, le diffuser, l'échanger, pour que les gens aient des éléments pour débunker le débat aussi et pour pouvoir répondre à la façon dont les industriels ont des stratégies hyper orientées pour orienter les travaux scientifiques, pour orienter le débat public, avec énormément d'argent, parce que ce soit l'amont ou l'aval enfin, surtout l'amont, mais aussi l'aval, c'est hyper concentré, la distribution en particulier, et donc il y a des ressources cognitives, des ressources analytiques qui sont mises en commun par tout un tas d'acteurs qui ont intérêt à pas que ça change et qui construisent le débat médiatique et public. Donc
Pour contrer ça, c'est très, très compliqué. Sur, cette note positive. Sur cette note, à chaque fois, les conférences, elles finissent, on part en dépression. Moi, mon travail, c'est de réfléchir pendant que vous parlez à comment on monte le truc en positif. Donc, à la fin, Thierry, sur la souveraineté et le fait que... Oui, peut-être pour répondre à votre question, effectivement, c'est un argument qui est très souvent avancé par les agriculteurs, c'est peut-être même le principal argument, la question de la compétitivité internationale. Et on ne peut pas dire que les évaluations économiques donnaient tort aux agriculteurs. Effectivement, quand on regarde, il y a effectivement un risque de perte de compétitivité, il y a effectivement un risque de finalement délocalisation de la production qui ne résoudrait pas le problème. Alors, c'est là où il faut aussi regarder donc, les choses un petit peu plus largement. Si on regarde, on se rend compte actuellement que les prix des pesticides diminuent en valeur réelle au niveau mondial. Donc, dans ce contexte, il est évidemment, ça donne un avantage compétitif au pays qui va utiliser des pesticides par rapport aux pays qui vont essayer d'en sortir. Parce que là, clairement, on a un avantage. Donc, une solution justement pour essayer d'en sortir, ça peut être de travailler au niveau justement des fabricants de pesticides, de l'industrie des produits chimiques, qui avait un avantage non négligeable, c'est que c'était une industrie très concentrée. Donc, pour travailler sur cette industrie, c'était quelque chose qui était plutôt, on va dire, plutôt faisable, et donc pour essayer de la réguler et de l'orienter vers des produits qui sont voilà, moins impactants sur l'environnement. Donc ça, c'est une solution qui peut être envisageable. C'est une solution qui, à vrai dire, moi, me paraît un tout petit peu moins réalisable depuis quelque temps, puisque l'industrie chimique est effectivement très centrée dans les pays du Nord, donc Europe, États-Unis. C'est décentré dans un autre pays qui est aussi dans le Nord, mais qui est, on va dire, la Chine. Syngenta est maintenant devenue une société chinoise. Et donc là, bon, voilà, donc là, ça devient un peu une négociation avec les Chinois qui n'est pas forcément évidente et dans lequel on n'est pas forcément en bonne, disons, en bonne position pour le faire. Et un dernier point sur les questions sur les questions internationales, il faut savoir qu'il y a un enjeu en France, ça c'est vrai, mais il faut aussi voir que on a une croissance très forte des usages de pesticides dans les pays du Sud. Et ça, c'est probablement un problème qui est peut-être même un problème, je dirais, plus grave, parce que c'est des pays qui sont en train de se mettre dans la situation, dans le nœud gordien dans lequel nous, on s'est mis et dans lequel on n'arrive plus à sortir. Et là, on a plein de pays du Sud qui sont en train de se mettre là-dedans. Donc, effectivement, il y aurait vraiment besoin d'une action au niveau international. Mais au niveau international, on a affaire à des pays qui, voilà, c'est pas forcément évident. Bonsoir, Maxence. Je travaille aussi pour l'État comme les autres qui ont parlé ce soir. Ouais. Donc, merci pour l'organisation de la conférence. Moi, ce que j'en retiens, c'est que le jour où nous, côté administration, nous avons de fabriquer des politiques publiques intelligentes sur la transition agroécologique, où en gros, on lit le guide et la nuance. Mais, non, mais par rapport à l'échange qui a eu lieu précédemment, le problème, ça reste que pour l'instant, c'est une consigne qu'on n'a pas vraiment. Personne ne nous donne vraiment cette commande, quoi. Et ça me fait beaucoup penser à l'échange qui est justement à une note toujours de l'IFASMI et Pardon Climat qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur la stratégie du pivot majoritaire, alors qui ne parlait pas de l'agriculture, qui parlait de l'environnement en général, mais qui dit, bon, en gros, l'environnement, ça ne sera jamais la priorité numéro un, ni niveau décideur, ni niveau électeur, tu as toujours les trucs qui vont arriver devant. Et donc, maintenant, si on veut réussir à l'intégrer à l'ensemble des secteurs dans lesquels on va travailler, il faut qu'on arrive un peu, alors c'est la proposition de la note en tout cas, intégrer les enjeux environnementaux à un nouveau contrat social. Et maintenant, si je recycle cette note sur la question d'aujourd'hui, qui est de dire, en gros, l'agroécologie ne sera jamais le projet numéro un des politiques agricoles, parce qu'il y aura toujours le revenu, il y aura toujours les équilibres territoriaux, les problématiques techniques et en gros, balance commerciale qui vont arriver avant. La question que je pose, à laquelle je n'ai absolument pas la réponse, c'est justement comment on intègre ces enjeux-là de la transition agroécologique sans en parler. Enfin, comment on le balance dans les sujets qui intéressent effectivement les niveaux de décision politique, de manière à, après, avoir la commande à notre niveau sur fabriquer une bonne politique, qu'elle soit au niveau des filières ou au niveau des producteurs. Oui, bien sûr. Oui, comment on le fait? Nous, c'est une question qu'on se pose beaucoup parce qu'on essaye quand même d'avoir un impact sur la politique publique. Juste pour ceux qui connaissent pas I4C. Oui, I4C, donc think tank, institut de recherche appliquée. Notre cible, notre objectif, c'est de faire changer les politiques publiques.
Et donc, c'est notre interlocuteur principal. Et on se pose évidemment aussi cette question parce que si on arrive et qu'on dit il faut faire la transition, bah là, en ce moment, personne nous écoute. Donc, c'est une question qu'on se pose beaucoup et c'est ce qu'on essaye de faire, d'embarquer des enjeux, on va dire, qui sont en ce moment plus prioritaires auprès des décideurs avec nos enjeux de transition climat et écologique. Il y a des travaux aussi qui sont faits. Alors, j'ai l'impression que les grands sujets en ce moment, c'est souveraineté, compétitivité. Moi, mon questionnement, c'est qu'il y a certains leviers de la transition écologique qui sont cohérents, compatibles, convergents avec ces grands enjeux-là. On va dire, tous les leviers qui sont plutôt de l'ordre de l'optimisation, d'utiliser moins de ressources pour faire la même chose, ça, c'est plutôt cohérent. Réduire notre dépendance à de l'azote, à des engrais importés, à tout un tas de choses qui sont importées, c'est plutôt cohérent. Mais malgré tout, il y a des choses qui le sont moins, quoi. Et c'est là où je dois dire que je bloque un petit peu, et notamment dans un contexte de libre-échange et en tout cas avec enfin, de marché ouvert, de marché notamment unique au niveau de l'Union européenne. C'est assez difficile d'envisager que sans réelle politique agricole commune avec des vrais objectifs communs, on puisse faire en France une transition dans un marché unique qui n'a pas forcément les mêmes orientations. Donc voilà, on essaye, moi j'ai des questionnements sur comment on peut le faire quand c'est pas de fait, il n'y a pas cette convergence des luttes, on va dire. Euh, voilà, je sais pas quoi dire de plus parce que c'est un vrai questionnement. Enfin, si on le savait, on le ferait quoi. On va prendre peut-être une dernière question et après on va vous amener dans un bar pour que vous puissiez continuer à en parler. Je vais être désolée, je vais prendre une fille. Voilà. Bien, merci. Et en plus, Maëlle, je travaille pour une ville de la Seine-Saint-Denis. Je travaillais avant pour le ministère et avant sur la première projet alimentaire territorial pour les collectivités et divers territoires. Je voudrais relancer ce sujet de caisse de l'alimentation. Parce qu'en fait, c'est aussi pour vous aider à remonter un petit peu la pente. Vous aider à remonter la pente. C'est quand même un espace dans lequel il y a une très forte inventivité, souvent aiguillée évidemment par des institutions, par des politiques, mais il n'y a pas que ça. Ça fournit un peu d'initiative. C'est aussi très porté à d'autres niveaux, il faut faire le mouvement. Au niveau chercheurs aussi, les chercheurs qui sortent un petit peu de leurs réserves pour porter effectivement ces sujets-là, publiquement. Et on a même le département de la Seine-Saint-Denis qui a quand même mis plus d'1 million sur la table pour des expérimentations avec l'aide de l'État à hauteur de 1 million aussi. Et c'est quand même un sujet, quand vous parlez de remettre l'environnement dans le contrat social, les caisses de sécurité, c'est vraiment un maillon qui peut être intéressant. Et par exemple, aux États-Unis, l'État de New York finance effectivement directement l'achat des paniers bio pour certaines cibles d'habitants qui ne pourraient pas financer eux-mêmes l'achat de produits qualité. Donc au lieu parce que je réfléchissais en vous écoutant, au milieu de tout ça et de toute cette complexité et de tout ce long historique de mesures environnementales de différentes sortes, est-ce qu'il y a une chose qui marche, une chose qui a marché par le passé? Ça, c'est la question que je voulais poser il y a une demi-heure. Et du coup, maintenant, je me dis, c'est quand même intéressant peut-être de finir sur ce sujet. Si on arrive à rejoindre les consommateurs pour tracter en fait la consommation et que l'aide publique elle soit portée sur les consommateurs et leur mode de consommation vertueux, est-ce qu'on ne simplifie pas certaines choses? C'est-à-dire que du coup, on tracte une certaine partie de la production la plus vertueuse par l'aide aux consommateurs. Voilà. Oui, du coup, la question des politiques alimentaires. Alors, j'essaie de me rappeler de... Ah oui, bah, c'était Louis-Georges. Alors, je ne sais pas si je peux en parler parce que c'est pas encore public, mais en tout cas... C'est trop tard. Il y a des études sur... Bon, c'est peut-être pas très fun et satisfaisant comme réponse, mais en tout cas, ils essayent d'étudier avec l'IDRI aussi
quelles sont les politiques publiques les plus efficaces pour mener cette transition. Et notamment dans le lot, il y a directement l'aide aux consommateurs. Et ils arrivent un peu à la conclusion que c'est pas le plus efficace parce qu'on finance tout un tas de maillons plutôt que de financer comment dire, là où il y a vraiment des surcoûts de production. Et donc c'est beaucoup d'argent public qui est pas forcément, qui va pas forcément au cœur du sujet, même si en effet il peut y avoir aussi enfin ça peut paraître intéressant à tout autre point de vue. Donc c'est une question qui est compliquée de savoir comment, enfin si même demain on avait ce merveilleux miracle où tous les décideurs publics et privés s'accordaient à dire on fait la transition agroécologique, même comment vraiment la mettre en œuvre et comment, enfin, par quels outils, c'est pas si évident que ça. Après, si on revient aussi au sujet de comment on porte les messages dans le contexte actuel, même si je suis très intéressée aussi par les initiatives de sécurité sociale de l'alimentation, augmenter les budgets publics en ce moment, ça va être un peu compliqué à porter, mais pourquoi? Il faut réfléchir out of the box, hein, mais... Bon, je vais reprendre le truc parce que là, quand rien ne va plus, rien ne va plus, rien ne va plus. Quand, je prends une phrase pour conclure aussi, mais comme tu dis, on ne sait pas, enfin, il y a plein de questions qui se posent sur la mise en œuvre. Je pense qu'en fait, là, c'est le rôle de chercheur qui revient, qui a son prochain papier devant la tête et qui se dit, finalement, il y a plein de questions qui se posent et tout, machin. Ce qu'on montre quand même dans le recueil, et au-delà du recueil, ce que montre la recherche plus généralement, c'est qu'il y a des frontières sur lesquelles on ne sait pas, mais il y a quand même des... Et donc, les chercheurs, étant sur ces frontières, se disent, oh, il y a plein de paramètres, on ne sait pas et tout. Il y a quand même, ce qu'on dit depuis le début de ce soir, c'est quand même plein de choses où on sait. Il y a plein de choses qu'on ne met pas encore en œuvre et on revient sur cette idée de avancer de 50%, c'est quand même déjà possible. Et après, il sera toujours temps de se poser la question des derniers kilomètres. Et du coup, un peu aussi pour la question d'Adeline, mais sur cette question de, en fait, globalement, et c'est aussi pour ça qu'on avait fait une conf, on s'était dit en septembre, on s'est dit, vas-y, on prend un sujet large, là, enfin, c'est quoi l'agroécologie, comment avancer? Juste, il n'y a pas que sur l'agriculture en ce moment où les gens sont en DEP, on sait tous très bien pourquoi. Donc, il y a aussi à remettre la question de la transition agricole et alimentaire plus largement dans le contexte social et politique actuel. Donc, c'est pas que nous qui sommes en galère. Mais aussi, ce qui se passe en ce moment, c'est que, enfin, je pense que c'est pour ça qu'il y a des associations comme le Lierre, c'est si ce qu'on se prend dans la tête depuis 2 ans maintenant et encore avant nous fait arrêter et nous dire que tout est fini, ben, enfin, il y a des gens qui ont gagné et je suis pas sûre que ce soit les bonnes personnes. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important que vous soyez venus aujourd'hui et que les gens qui sont en ligne, on vous remercie, même si vous n'êtes pas là. Et qu'on se réunisse dans des organisations comme les Liens et qu'on continue à faire vivre des travaux de chercheurs qui continuent à se poser la question et qui continuent à rappeler aussi qu'il existe des solutions. C'est parce qu'en fait, c'est pas le moment. Je pense que s'il y a un moment pour baisser les bras, c'est vraiment pas maintenant. Et qu'il faut essayer de tenir encore un petit peu. Et je pense que l'idée de marteler, en tout cas sur la question agricole et alimentaire, qu'il faut arrêter de penser à l'extrême, qu'il faut aller vers ces 50%, on peut avancer, qu'il y a des politiques publiques à réorienter, que l'argent il existe, mais qu'il est juste très très mal employé. Et que, en fait, d'ailleurs, si on regarde la convergence enfin, des luttes, mais en fait, finalement, ce que demandent plein de gens, c'est des revenus et une alimentation de qualité. En fait, personne ne va pas se mettre d'accord. Donc, quand on regarde dans la finesse des politiques publiques et des pistes que vous proposez dans le recueil, en fait, on retombe souvent sur des trucs où il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient vraiment pas d'accord. Et donc, il faut aller chercher ces trucs-là qui créent des coalitions. Mais il faut les clarifier, il faut les identifier. Et pour revenir sur un truc plus clair et la remarque de Maxence, je pense que tout l'intérêt du LIER, c'est de nous rappeler en tant qu'agent public, mais aussi dans les organisations, les associations, qu'on a aussi un pouvoir de faire monter des idées. Et alors oui, c'est frustrant, on ne les écoute pas tout le temps, parfois on fait monter des notes, elles ne redescendent jamais, et on ne sait pas si on les a lues. Mais parfois, 1 sur 3, 1 sur 4, elles vont être lues. Et en fait, venir au LIER, enfin venir au LIER, mais il y a 2 associations en fait, qui permettent de discuter et de trouver des idées, c'est aussi la raison d'être, c'est pour nous permettre d'avoir des idées dont on ne peut pas débattre parce qu'on ne nous demande pas dans notre métier, on ne nous demande pas d'y penser. Mais venez ici, réfléchissez ici, et après,
ça sera d'autant plus facile de les faire circuler en interne. Et en effet, l'administration ne prendra jamais la place du politique, mais si nous, on fait le travail de se poser les bonnes questions et d'avoir des idées, d'être créatif et de se renseigner, sur un malentendu à un moment, il y a des trucs qui vont passer. Et honnêtement, moi, depuis que je suis au LIAR, ça fait 3-4 ans, et ben, en étant dans ces réseaux-là, on a réussi au moins à se poser des petites questions, à faire pousser des petites idées parce qu'on se connaissait entre nous et on a pu du coup être créatif en fait. Et donc, tout ça pour dire qu'il faut continuer à se parler et il faut continuer à se donner des idées. Et du coup, nous, ce qu'on propose dans l'intro du recueil, c'est prenez des fiches, faites-vous des déjeuners dans vos administrations pour en discuter sur un sujet de temps en temps. Prenez d'autres ressources qui existent de l'IDRI, du BASIC. On a parlé du Shift Project, mais bref, il y a plein de gens formidables. Et donc, tout ça, c'est à nous de se remotiver. Et une des meilleures manières de se remotiver, c'est d'aller boire des bières. Avant d'aller boire des bières, juste parce qu'on a remercié plein de gens. On n'a pas remercié Chloé, Jean-Lucas, Fanny, Adam, l'équipe salariée du Lierre, big up, particulièrement à Fanny, qui s'en va. Au revoir, Fanny. Et un autre argument pour finir, c'est que par exemple, ce recueil, en fait, il a été relu par, je sais pas, une vingtaine de bénévoles du Lierre qui ont parfois donné je sais pas moi, 1 heure de temps, mais 1 heure de temps que moi, j'ai pas eu à faire et c'était formidable. Et du coup, vraiment, venez, parce que ça, 1 heure plus 1 heure plus 1 heure, bah, ça fait 20 heures et c'est génial. Le bar, le bar. Le bar s'appelle Cuba, 74 48 boulevard Beaumarchais. 2 mots, je peux dire 2 mots. Merci évidemment à vous tous d'être là. Merci pour votre intervention. Merci à ceux qui ont contribué et qui n'ont pas intervenu. Merci à la Fondation Charles-Léopold Meyer qui nous finance et qui nous accueille gratuitement ce soir. Et puis si je peux vous proposer une session origami. Il y a des tables dans cette salle. Il y a des tables triangulaires et des tables rectangulaires. Les tables triangulaires doivent former un carré et être le coin d'une grande table ronde. Et au milieu des 4 tables carrées, il doit y avoir 2 tables rectangulaires sur chaque côté. Adam, Adam va rester ici pour faire le maître d'œuvre et aurait besoin de quelques personnes. Fanny, tu vas boire des bières, tu peux... Non, qui va boire des bières du Jean-Luc, tu vas. Tu veux peut-être attendre les gens qui veulent venir et créer une... Donc, ceux qui veulent tout de suite aller boire des bières, c'est avec Jean-Luc dans la cour. Ceux qui veulent faire de l'origami, c'est avec Adam, voilà. Ceux qui veulent prendre le temps, voilà. Et merci du coup beaucoup. Et encore merci à Alexis, Florence et Aaron. Merci.